c'est bien d'aider les autres, mais là je suis en train de dépérir en fait. J'avais ces reconnaissances que j'avais tant manqué, j'avais ce besoin d'amour que j'avais cherché à combler toute ma vie et ce besoin de reconnaissance qui a été immense et je m'en étais pas aperçue. Pendant 25 ans, j'ai vraiment, enfin je dis toujours ça, c'est une phrase assez forte, mais j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne, dans le sens où je me comprenais pas. J'avais cette sensibilité que je comprenais pas en fait, je savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je pensais vraiment que j'avais un problème parce qu'on disait toujours que j'étais trop sensible, trop émotive, trop stressée, trop prise de tête, trop. En fait, peu importe ce que je faisais, j'étais trop. Et bien j'ai fini par complètement m'adapter aux autres et donc je faisais tout en fonction des autres. Quitte à entraver mes valeurs. On a tous une part de responsabilité dans nos mal-être et dans nos traumas et dans nos problématiques de santé mentale et qu'on peut être acteur de notre santé mentale. En fait, la différence entre une personne hypersensible et une personne qui ne l'est pas, c'est l'intensité de ses besoins, de ses émotions et de ses valeurs. Tout va être dans l'intensité que l'on ressent. La plupart de la population est sensible, sauf les psychopathes ou d'autres personnes, mais ouais, c'est une exception. La délivrance, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, mais ça a été le soulagement, quoi. Je me disais, en fait, je suis pas anormale, je suis pas bizarre, je suis ni malade, je suis juste hypersensible et peut-être qu'en plus ça peut être une force. En fait, on m'a toujours reproché ma sensibilité et on m'a pas montré ce côté positif. Et donc, ça a été le premier jour du reste de ma vie complètement. J'ai tout quitté après. Bienvenue dans La Relève, le podcast qui balance la vérité sur la santé mentale et le burn-out. Ici, on rend l'invisible visible, on casse les tabous, on parle vrai. On plonge dans des parcours de vie qui inspirent, qui secouent et surtout qui montrent qu'on peut toujours rebondir, peu importe le challenge. Aujourd'hui, j'accueille une invitée précieuse, Jennifer Ettoré, fondatrice du célèbre compte Instagram Supersensibilité, qui regroupe des centaines de milliers de personnes. Jennifer y aide des milliers de personnes à mieux comprendre et à apprivoiser leur hypersensibilité. Aujourd'hui, elle est aussi auteure et elle vient de publier un ouvrage hypersensible du fardeau au cadeau, où elle partage comment elle a transformé ce qui semblait être un fardeau en une véritable force. Jennifer sait bien que pour beaucoup d'hypersensibles, cette sensibilité peut devenir un poids immense. Si on ne la comprend pas, elle peut mener à une surcharge mentale, à l'épuisement, voire au burn-out ou la dépression. Mais une fois maîtrisée, cette hypersensibilité peut devenir un allié puissant. Elle va nous raconter son parcours, de juriste salarié à chef d'entreprise, voire à auteur et experte reconnue sur le sujet de l'hypersensibilité. On plongera aussi dans son mal-être en entreprise, ces mécanismes hypersensibles qui l'ont rendue imperméable aux organisations classiques et qui l'ont conduite, elle aussi, à un burn-out et à de la dépression. Un parcours aussi touchant que résilient. Alors installe-toi confortablement, car dans La Relève, chaque histoire de vulnérabilité devient une source de courage et d'inspiration. Salut Jennifer. Salut Jennifer. Du coup, ça fait pareil. C'est toujours un peu écho, c'est bizarre ça. Ouais, ça fait trop bizarre à chaque fois de prononcer mon prénom, vraiment j'y arrive pas. Mais merci beaucoup pour cette présentation, elle est incroyable, vraiment je suis très touchée. Avec plaisir, c'est sincère. Et je fais un petit aparté, parce qu'effectivement, non pas qu'avec les invités ça se passe plutôt de manière assez fluide, etc. Mais alors pour le coup, il y a juste quelques jours où j'ai mis sur Instagram. Même pas une semaine. Ouais, il y a même une semaine sur Instagram. Quels seraient les invités à ma communauté Instagram que vous aimeriez voir sur le podcast? Et franchement, merci pour ton audace, que tu m'as écrit moi. J'avais même pas répondu à la boîte à questions. Vraiment, t'avais proposé Louise Aubéry, je crois, en invité. Et je me suis dit, vas-y, qui ne tente rien n'a rien. Vraiment, je suis dictée par cette devise dans ma vie. Et je me suis dit, moi, j'ai trop envie de passer dans son podcast. J'adore ce que tu fais. J'adore aussi ton podcast. Et je t'ai envoyé un message et t'as répondu direct. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et du coup, le train, et on est là ensemble. Carrément, on s'est appelé direct. On a passé 1 heure au téléphone. Et là, 5 jours après, j'ai pris mon train, j'ai tout déplacé. Enfin, j'aime trop la vie. Non, voilà, c'était hyper cool, c'était hyper fluide, ça s'est fait de manière hyper spontanée. Carrément. J'adore. Donc, nous, on se connaît, parce qu'en plus, on a, depuis peu, et puis on a échangé ensemble. Mais malgré tes centaines de milliers d'abonnés, encore des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter, Jennifer ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Jennifer Ettoré. J'ai 30 ans, je le dis parce que c'était difficile à assumer. Donc là, ce passage à la trentaine a été un peu compliqué pour moi. J'ai un peu peur de vieillir. Donc je le dis maintenant pour acter cela. Je suis coach et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, parce que je suis principalement sur Instagram, sous le pseudo Supersensibilité. Et depuis 3 ans maintenant, j'aide et j'accompagne aussi les personnes hypersensibles à mieux vivre avec leur sensibilité et à la transformer en force. Ma mission vraiment, c'est de redonner une image positive à la sensibilité parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ma sensibilité pendant de nombreuses années.
Et quand j'ai découvert l'hypersensibilité en 2020, donc j'avais 25 ans, ça a été un bouleversement dans ma vie. Et ce qui m'a conduit à faire de très nombreuses recherches sur le sujet. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte en fait que la sensibilité, elle n'était pas du tout valorisée et que c'était vraiment dommage de ne pas mettre en avant toutes les qualités qu'elle peut nous offrir, plutôt que de toujours se concentrer sur le négatif, le fait de considérer que c'est une faiblesse, que les personnes sont fragiles, qu'on manque de contrôle quand on exprime ses émotions. Et ça, vraiment, je trouve qu'on le vit... Enfin, moi, je l'ai très mal vécu, en tout cas. On le stigmatise. On stigmatise énormément, alors qu'on pourrait aussi se concentrer sur le positif, parce que les personnes sensibles, elles ont beaucoup de choses à offrir. Et ça, c'est quelque chose qui me drive, en fait, parce que pour moi, c'est trop important ce sujet est trop important pour moi et j'ai vraiment envie de participer à ma manière à redorer cette image positive et aussi à montrer aux personnes qui sont sensibles et qui peuvent mal le vivre, leur montrer en fait qu'elles ont un potentiel qu'elles peuvent exploiter. Trop cool, enfin, super mission. Et on va en parler parce que il y a un lien. Moi, j'ai appris qu'il y avait un lien direct entre burn-out, santé mentale et hypersensibilité. Faut savoir que je crois que tu vas me dire, toi, tu avais des stats, mais je crois qu'il y a un peu plus de 20% de la population qui est considérée comme hypersensible, au-delà de la moyenne. Enfin, c'est vrai que... Les statistiques changent, varient en fonction d'un spécialiste à un autre. Certains vont pas... Enfin, comme Hélène Aron, par exemple, vont dire 15 à 20%. Sario Tomasella parlait plutôt de 30%. Donc voilà, c'est entre 20 et 30%. Après, on peut pas vraiment déterminer exactement la population qui est hypersensible parce que il y a pas beaucoup de... Enfin, déjà, les tests ont été validés scientifiquement très récemment. Et ensuite, il y a pas assez de personnes qui font les tests et on n'a pas assez de recherches aujourd'hui sur le sujet pour savoir vraiment combien de population est hypersensible. Mais voilà, c'est une moyenne. Oui, bien sûr. Et puis, comme tu l'as dit, comme c'est pas valorisé, autant se dire qu'on ne cherche pas à savoir. Pareil, moi, j'avais cherché parce que il y a quand même des choses qui traînent sur le burn-out, comme quoi les HPI, HPE hypersensibles sont catégorisés dans le burn-out. C'est-à-dire qu'ils représentent effectivement en moyenne 20% sur les hypersensibles de la population et je crois qu'on est sur 2 à 5% sur les HPI et ils sont surreprésentés dans les personnes en cas de burn-out. Donc on voit qu'il y a un lien direct dans les caractéristiques de l'hypersensibilité et finalement les patterns, les caractéristiques qui drivent le burn-out. Ce que je voudrais commencer, et tu seras la plus à même à en parler, on est sur un sujet parce que moi je viens de tourner mon épisode solo de podcast qui s'appelle l'épisode 7, c'est justement burn-out, idée reçue, le burn-out, est-ce que ce sont des gens fragiles ou faibles mentalement. Donc on retrouve un peu cette idée qu'on a avec... un peu exactement. Et dedans, en plus, je raconte que le burn-out, on va en parler, c'est un mot qui est devenu un peu galvanisé. Aussi, Voilà, c'est-à-dire c'est un mot maintenant qui est un peu valise fourre-tout, en fait, exactement, comme le PN, le pervers narcissique, et l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, où il y en a, oui, en effet, ça peut être un mot fourre-tout, même si finalement, ça ne l'est pas. Mais il y en a de plus en plus qui vont mettre un peu tout et n'importe quoi dans le mot hypersensibilité, alors que ça dessert en fait les personnes hypersensibles. Mais comme le burn-out, finalement. Et exactement. C'est ce que, voilà, si vous voulez écouter l'épisode 7, je mets un coup de gueule là-dessus et j'en parle et je casse un peu les idées reçues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je voudrais qu'on introduise le sujet de l'hypersensibilité et que tu donnes la définition, parce que qu'on veut dire par là, c'est que quand on va en parler, sur le principe, on en a discuté ensemble au téléphone, quand on regarde un peu large, tout le monde les critères qu'on pourrait donner à l'hypersensibilité, tout le monde, à un moment, peut se dire « Ah bah moi j'ai eu ça, ou j'ai eu ça ». Oui, parce qu'en fait, c'est pas blanc ou noir, c'est pas tu l'as pas. Je voudrais qu'on vienne dessus pour qu'on évite que Mimi 22 et Nini 43 là, avec leurs commentaires, désolé, et je le dis, et c'est pas méchant, mais c'est parce que c'est ce qu'on vit. Parce qu'en plus on est des femmes et on est expertes, on va s'en prendre plein la figure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, les personnes qui ont vraiment les caractéristiques de l'hypersensibilité, elles le vivent avec un niveau d'intensité qui est très élevé. Ouais, je te laisse la parole là-dessus parce que... en fait, c'est sûr que moi, je reçois beaucoup de commentaires sur ça en disant oui, mais tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est vrai, en soi, il y a dans certaines caractéristiques, certaines personnes peuvent s'y retrouver. Mais en fait, c'est Elodie Crépel qui disait cette phrase dans un livre et que j'aime beaucoup en fait parce qu'elle représente vraiment l'hypersensible hypersensible. C'est en fait la différence entre une personne hypersensible et une personne qui ne l'est pas, c'est l'intensité de ses besoins, de ses émotions et de ses valeurs. Tout va être dans l'intensité que l'on ressent.
la plupart de la population est sensible, sauf les psychopathes ou d'autres personnes, mais ouais, c'est une exception. La majorité des personnes présentent une sensibilité, mais les personnes hypersensibles vont présenter une sensibilité très élevée. On va être beaucoup plus réceptif aux stimulations extérieures, aux émotions. Et en fait, l'hypersensibilité, elle se caractérise aussi à la fois par une hypersensibilité émotionnelle. Donc le fait de ressentir de façon démesurée entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais les émotions, voilà, on ressent elles sont amplifiées en fait. Il y a un sentiment d'amplification, et il y a aussi une hypersensibilité sensorielle. Donc ça va être tous les 5 sens en fait qui sont exacerbés. Voilà, de pas supporter le bruit, les goûts ça va être compliqué, le toucher, on peut pas supporter toutes les matières. Donc il y a vraiment ces 2 caractéristiques pour caractériser la personne hypersensible. Et donc, oui, on peut se reconnaître dans certaines caractéristiques, mais ça va être un niveau d'intensité en fait qui va être différent. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que il faut me cadrer. Des fois, moi, je parle un peu dans tous les sens, et je peux vite perdre le fil aussi. Non, mais je trouvais que c'était important qu'on pose, qu'on pose les bases, et que comme ça puisse éviter les interprétations et surinterprétations à ce niveau-là. Moi, ce qui intéressant, c'est ce que tu as dit au départ quand tu t'es présenté. J'ai découvert l'hypersensibilité, j'avais 25 ans, et tu l'as, j'ai oublié le mot que tu as dit. Bouleversé. Voilà, bouleversé. Ah ouais. Est-ce que tu peux raconter en quoi ça t'a bouleversé, pourquoi ça t'a bouleversé, et qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans pour que tu découvres cette hypersensibilité? À chaque fois, j'en parle. Alors, est-ce que, à force d'en parler, je vais encore avoir cette émotion? Mais j'ai des frissons, donc c'est possible. Ça m'a bouleversée dans le sens où pendant 25 ans, j'ai vraiment, je dis toujours ça, c'est une phrase assez forte, mais j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne, dans le sens où je me comprenais pas. J'avais cette sensibilité que je comprenais pas, en fait. Je savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je pensais vraiment que j'avais un problème, parce qu'on disait toujours que j'étais trop sensible, trop émotive, trop stressée, trop prise de tête, trop. En fait, peu importe ce que je faisais, j'étais trop. Donc, je culpabilisais énormément d'être qui je suis. Et à force de culpabiliser, j'avais l'impression que je ne serais jamais acceptée si je me montrais telle que je suis. Et bien, j'ai fini par complètement m'adapter aux autres, et donc je faisais tout en fonction des autres, quitte à entraver mes valeurs, quitte à faire par exemple un métier qui ne me convenait pas. J'étais incapable de prendre une décision pour moi, et en fait ça s'est manifesté vraiment par beaucoup d'autodestruction. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'étais jeune. Je suis passée par la dépression, la scarification, les pensées suicidaires. Donc j'étais vraiment dans un mal-être, mais total en fait, que je n'arrivais pas à expliquer. Alors il n'y a pas que sur le compte de l'hypersensibilité, encore une fois. Je pense que c'est un contexte aussi. J'ai grandi dans un environnement familial assez anxiogène, on va dire, ou parfois même un peu toxique. Et je pense que voilà, les traumatismes participent à cela. Mais vraiment, je me sentais pas bien, pas du tout à ma place. Et en fait, j'avais toujours ce sentiment d'être qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi que je ne connaissais pas. Je savais pas qui j'étais, et c'était vraiment un décalage total avec qui je suis vraiment. Et donc, quand j'ai découvert, au hasard d'une conversation avec une copine qui m'a dit, parce que je me prenais encore la tête sur une discussion que j'avais créée avec des copines, bref, je me prenais la tête, comme d'hab, on va dire, et elle me disait, mais t'en fais trop, t'es trop enthousiaste, elle continuait de me reprocher en fait qui je suis, et après elle me dit, tu devrais te renseigner sur l'hypersensibilité, ça te ressemble. Et en fait je me suis renseignée, et là je pourrais même pas expliquer le sentiment. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé la pièce du puzzle qui me manquait depuis des années, et tu vois, genre rien que d'en parler, j'ai encore des frissons, parce que pour moi ça a été c'est pas comme si on mettait des mots. La délivrance, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, mais ça a été le soulagement, quoi. Je me disais, en fait, je suis pas anormale, je suis pas bizarre, je suis ni malade, je suis juste hypersensible, et peut-être qu'en plus ça peut être une force. En fait, on m'a toujours reproché ma sensibilité, et on m'a pas montré ce côté positif. Et donc ça a été le premier jour du reste de ma vie complètement. J'ai tout quitté après. On sent encore. Parce que c'est un moment hyper fort. Tu découvres comment, ce moment-là? Tu lis un livre en particulier, tu lis des articles, il se passe quoi? Donc au début, c'était beaucoup d'articles. En plus, on est en 2020, donc on est en plein confinement. Ouais. Le sujet à l'époque, on en parle, mais pas tant que ça. Donc au début, je lis beaucoup d'articles sur Internet, et j'écoute beaucoup de podcasts, parce qu'en fait, ce qui me faisait le plus kiffer, entre guillemets, qui me rendait joie, c'était d'écouter des personnes qui racontaient ce que je vivais.
je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi j'ai pas rencontré ces personnes avant? Moi aussi, je fais ça. Et en fait, franchement, j'ai pris la tête à mon copain, je lui ai montré toutes les vidéos YouTube de l'hypersensibilité. Je lui disais, mais tu te rends compte, je suis pas folle, en fait. C'était incroyable. Donc, j'ai beaucoup écouté de podcasts au début. Et après, j'ai lu tout, un peu les livres sur le sujet. Donc, Savaro Tomasella, Hélène Aron. J'ai un peu lu tous les livres. Élodie Crépel. Et beaucoup d'articles, beaucoup d'articles. En fait, c'est là où je me suis rendu compte au niveau des articles que les articles, pour forcément vendre aussi, ils se concentraient davantage sur le côté négatif. Et en fait, plus je cherchais des articles et plus je voyais ce côté négatif. Je me suis dit, mais c'est incroyable quand même, pourquoi on ne parle pas du positif? Et même des livres. J'avais lu des livres où vraiment l'hypersensibilité était mis en... à défaut. À défaut, ou même des livres sur les enfants. J'avais vu un livre sur les enfants, mais limite, j'étais choquée. Limite, fallait soigner. Ouais, en fait, limite, ils disaient que c'était pas normal, que leur gamin, il faisait un caprice. Et je me disais, mais comment on peut écrire un torchon comme ça? Et il y a des personnes qui sont en souffrance, des parents en souffrance, qui vont lire et qui vont pas avoir les bons outils pour accompagner leurs enfants. Et moi, je me suis mis aussi à la place de ces enfants. Et je me suis dit, mais comment je pourrais aussi aider ces personnes à ne pas vivre ce que j'ai vécu? C'est comme ça aussi que Supersensibilité est née. C'était comment empêcher le mal-être que j'ai vécu, comment empêcher les autres de vivre ce que j'ai vécu. Et ça passe aussi par les enfants, en fait. C'est aussi en se concentrant sur les enfants et la nouvelle génération qu'on va pouvoir changer les mentalités sur la sensibilité. Bien sûr. Parce que je pense que, comme tu dis, c'est-à-dire que si tu donnes des outils qui ne sont pas les bons à l'hypersensibilité, tu crées des traumas, quoi. Enfin, tu vas à l'inverse. Si je peux me permettre, tu me disais que si tu découvres à 25 ans ton hypersensibilité et j'irais tout ce qu'il y a derrière, il y a l'univers émotionnel et sensoriel, parce que c'est les deux. Ça se passait comment dans ton enfance? C'est-à-dire que, est-ce que tu avais des parents qui étaient ouverts à ce rapport émotionnel ou pas du tout Comment t'étais éduquée par rapport à tes émotions, si t'es OK d'en parler? Ouais, bien sûr. Bon, je vais pas trop non plus m'étaler sur le sujet parce que voilà, j'ai envie d'offenser personne et aujourd'hui voilà, c'est du passé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, déjà mon père, on a une relation assez complexe. Et lui, les émotions, c'est pas trop ça, donc c'est beaucoup lui. Enfin, je donne cette anecdote que je raconte aussi dans mon livre, mais je pense pas qu'il le faisait en fait mal intentionnellement, mais par exemple, en fait, je pleurais beaucoup quand j'étais petite, tout le temps, vraiment, je pleurais tout le temps. Et en fait, pour se moquer, il disait qu'il allait noter les jours, les jours dans le calendrier, des jours où je pleurais pas en fait. Et moi, j'avais ressenti ça comme une telle humiliation. En fait, des fois, je pleurais pas et on me disait t'as pas chialé aujourd'hui, on va marquer ça dans le calendrier. Et en fait, je trouvais ça hyper blessant. Et en fait, ma mère, je pense que ma mère, elle est très, très hypersensible, je pense. Mais elle a toujours fait partie de la génération. Ouais, et puis elle a toujours c'est sous le tapis. Voilà, renié, pas accepté. Elle se considère un peu qu'elle est très forte, ma mère. Mais elle enfouit beaucoup de choses en elle. Et du coup, je pense que voilà, c'était pas accepté ma sensibilité n'était pas acceptée. Et le pire, en dehors des émotions, c'était aussi tout ce qui est sens. Vraiment, j'ai été un ovni dans ma famille. J'ai entendu des paroles, t'as un problème ou quoi, va te faire soigner ma pauvre fille. Enfin, tu vois, genre c'était quand même dur. Violent. Mais ma mère, elle a toujours voulu m'aider parce que elle sentait que j'avais un mal-être. Elle savait pas quoi. Et j'ai été voir beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres quand j'ai eu mes troubles du comportement alimentaire. Vraiment, j'ai dû en voir 7, 8, même plus. Elle essayait vraiment de m'aider à trouver quelqu'un qui allait pouvoir m'accompagner à aller mieux. Mais personne n'a soulevé le mot, ne serait-ce, qu'il y a une sensibilité exacerbée ou même m'orienter vers potentiellement le test, le test HPI, du HPI, TDAH, un test. Voilà, tous ces tests-là, parce qu'aujourd'hui, en fait, je les ai faits et voilà, il y a des choses qui trompent pas, en fait. Et donc, non, après, voilà, c'est une autre époque, encore une fois. Mais c'est sûr que non, au niveau de la sensibilité, elle n'était pas du tout acceptée. Elle n'était pas du tout mise en avant. Bien au contraire, c'était vraiment beaucoup de reproches. Et en fait, j'ai fini par aussi me dire, en fait, si je me montre telle que je suis, je vais pas être acceptée. J'étais souvent comparée avec mon frère, qui est quelqu'un de très... il est très sensible aussi, mon frère, mais beaucoup plus facile à vivre, entre guillemets. Et c'était tout le temps ça, ton frère, il est beaucoup plus facile à vivre, ton frère, il fait pas ci, ton frère, il fait pas ça. Donc, beaucoup de comparaisons, et c'était vraiment pas facile à vivre. Ouais, ce que j'entends, c'est une petite fille, quand même, qui a tous ses sens et cette sensibilité accrue, et qui vit avec cette sensation d'être trop, d'être incomprise, et ce rapport à la comparaison qui lui fait se dire... t'as un problème, en fait. T'es pas normal comme ton frère, en fait. Je suis pas normal comme visiblement la majorité... Comment tu m'as dit, mais quand t'as découvert... Mais il y a d'autres personnes comme moi, pourquoi j'ai pas rencontré ces autres personnes? Je sais pas, parce que
c'est une idée reçue, je sais pas si t'en vas l'entendre, mais moi j'ai remarqué que globalement, à un moment, comment dire, peut-être parce qu'aujourd'hui c'est moins tabou, mais c'est comme si des fois on se reconnaissait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, moi j'en parle pas, mais je mets très peu en avant, j'ai quelques caractéristiques, dont l'hypersensibilité, etc. Mais je vois que j'ai quand même un entourage aujourd'hui, peut-être parce que je prends plus la parole, moi aussi j'ose plus, hein, parce que pour avoir fait un burn-out, moi j'ai les caractéristiques de l'hypersensibilité refoulées de manière exacerbée sur des drivers comme ta maman pour le coup, un soi fort, la vulnérabilité est vue comme une faiblesse, donc faut pas le montrer, etc. Donc moi j'étais plutôt sur ce genre de driver avec plein de choses chez toi où tu vois que tu as cette sensibilité, mais en fait, personne t'éduque sur le sujet. Et donc, tu refoules, tu gardes. Ça crée beaucoup de pudeur, ça crée de la gêne, ça crée de l'incompréhension. Et à un moment, ça finit par exploser. Voilà. Sauf si tu arrives à le contenir encore longtemps, mais généralement, ça finit par... Il y a une phrase qui dit tout ce que tu refoules arrive à un moment à l'extérieur par compulsion. Donc, c'est vite dit. Mais... j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. C'était par... en plus, moi, je suis nulle à ça pour reprendre les fils, vraiment. Ça peut être coupé. Ouais, et puis c'est pas très grave. Ouais. Enfin, moi, genre, ça va être cool, ça va être hyper spontané. Tu me disais par rapport au fait que tu étais soit forte. Tu sais que tu avais refoulé beaucoup tes émotions oui, par rapport à ton enfance. Et oui, est-ce que je voulais dire, au fait, je sais pas pour toi aujourd'hui comment ça se passe, parce que maintenant tu dis, mais est-ce que tu parlais d'OVNI quand même tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi? Moi aujourd'hui, j'ai l'impression que dans mon entourage, je me rends compte que j'ai des gens aujourd'hui qui vibrent. Alors moi, je parlais de fréquence d'énergie, mais à la même fréquence que moi et qui se reconnaissent dans cette hypersensibilité, dans le fait d'accueillir ce genre de choses, etc. Non pas que j'accepte pas les personnes qui ont cette pudeur ou qui a une forme de dureté envers eux-mêmes, parce que souvent c'est de la dureté envers soi-même. Mais aujourd'hui, il y a comme un sentiment au moment où, comme tu le sais, c'est comme si il y a comme un truc qui s'ouvre. Bien sûr. Et après, il y a comme un radar où tu te reconnaissais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr, mais tellement, c'est tellement ça. Déjà, quand tu le sais, le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est déjà une étape hyper importante. Et en plus, il y a une part d'acceptation. En fait, je vis avec ça, je peux pas me changer, donc autant apprendre à vivre avec. Et forcément, plus tu t'ouvres, plus tu amènes aussi des gens qui te ressemblent. Et je pense aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui se reconnaissent dans ces traits, dans le sens où des gens en parlent. Avant, on n'en parlait pas, donc forcément, on peut pas savoir quand on n'en parle pas. Et il y a aussi le fait que c'est un sujet qui devient de moins en moins tabou, de moins en moins cliché. Et au contraire, les gens, je pense que... Enfin, tu vois, j'étais en tournage ce matin et j'ai fait un micro-trottoir dans une librairie où j'ai interrogé les gens sur la sensibilité. Et j'ai interrogé quelques personnes et je leur disais, pour vous, la sensibilité, c'est une force ou une faiblesse? Et alors que moi, je m'attendais qu'avoir des réponses sur c'est une faiblesse. J'ai eu que des réponses sur la force. Et je me suis dit, waouh, c'est fou. Et en fait, ils avaient tous un discours hyper positif par rapport à la sensibilité. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on commence à accepter cette sensibilité qu'on avait tant réprimée à l'époque. Et je pense que les personnes se permettent plus de s'en... c'est pas du tout le mot vanter, mais de le dire que c'est une caractéristique qui leur appartienne, en fait. Parce que c'est plus une honte, en fait, d'être sensible. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il y a aussi le fait qu'on attire ce qu'on est aussi. Bien sûr. Petit peu. Est-ce que on peut revenir sur... le parcours pro. Sacré discussion. Le parcours pro, parce qu'en fait... quand on a des caractéristiques humaines comme ça, et parce qu'on reste dans une société, je ne parle pas d'entrepreneuriat là, mais de manière générale, on reste dans un univers salarié, c'est là où ça brasse le plus d'emplois, et c'est normal. Faut quand même les rendre solides s'il faut un entrepreneuriat. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est comment... parce que je pense qu'en plus, je sais que je l'ai introduit, tu as commencé par du droit, le juriste et tout. Tu savais pas forcément en plus ton hypersensibilité à ce moment-là. Pas du tout. Et maintenant, avec le recul, en quoi aujourd'hui ça a un impact quand on est hypersensible dans le monde du travail? C'est un vrai sujet. Et je pense que beaucoup vont être contents qu'on l'aborde parce que c'est un sujet que quand on est une personne hypersensible, le monde professionnel, c'est vraiment, ça peut être très compliqué. Alors, j'ai pas du tout envie de briser l'espoir ou quoi que ce soit. C'est possible de trouver sa place, mais c'est compliqué de la trouver, en fait. Et en quoi? En quoi? Dans le sens où déjà,
je pense que c'est important de faire quelque chose qui nous plaît quand on est hypersensible, ou en tout cas d'être motivé par un projet qui ait du sens. Ça, c'est vraiment hyper important, qu'il y ait du sens à ce qu'on fait. Et donc, moi, je sais que, tu vois, être juriste, être juriste, j'ai pas trouvé de sens. Mais au début, je voulais faire avocate. Parce que je m'étais dit, en fait, dans tout ce que j'ai voulu faire, en gros, je me suis retrouvée à faire du droit. Enfin, pas par hasard, en fait, par dépit, dans le sens où je voulais faire psychologie. Et la conseillère d'orientation m'avait dit, fais pas de psychologie, fais du droit, il n'y a pas de débouché en psychologie. Je me suis dit, de toute façon, je suis incapable de prendre une décision pour moi, je vais dire je vais faire ce qu'on me dit. Et en plus, je viens d'un milieu ouvrier, donc c'était hyper reconnaissant, tu vois, de faire des études de droit. Ils étaient hyper fiers, mes parents et mes grands-parents, que je puisse être avocate. Enfin, tu vois, il y avait cette fierté, même si personne ne m'a poussée vraiment. Et donc, je savais absolument pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Magistrat, gendarme, criminologue à un moment, et puis après je me suis dit avocate, ça a du sens, tu vois. Mais pourquoi ça avait du sens pour toi? Ça avait du sens pour moi. Je voulais faire avocate en droit pénal pour aider les femmes victimes de violences conjugales, parce que j'avais eu une relation avec un pervers, manipulateur, j'en sais rien comment le nommer, mais qui avait été violent avec moi. Et du coup, je trouvais que ça avait du sens. Je voulais aider ces personnes-là, et je me suis dit, voilà, je vais faire avocate, je vais que aider des victimes. Et en fait, je me suis rendu compte que, non, en fait, au début, tu vas être commis d'office et tu vas peut-être aussi défendre des criminels. Et heureusement qu'il y a des gens qui font ce métier. Heureusement. Alors moi, j'en étais incapable. Je me suis dit, non, mais je disais, mais c'est pas possible, je vais pleurer avec les victimes, je vais condamner mon client avant même qu'il passe devant le juge. C'est pas possible, je vais être une mauvaise avocate. Une excellente avocate, je pense, pour des victimes. Mais vraiment nul pour les criminels. Donc je me suis dit, je vais abandonner ça et je vais faire juriste. Et donc, juriste, pour moi, ça n'avait pas de sens. Enfin, j'étais juriste dans la protection des données, mais j'ai toujours essayé de trouver du sens à ce que je faisais, dans le sens où je me suis dit, ok, je vais mettre juriste en droit du numérique et je vais aider à protéger les données personnelles des utilisateurs. C'est hyper important, ça a été ma mission, tu vois. Et en fait, je suis arrivée dans le monde de l'entreprise et je me suis dit, mon poste, tout le monde s'en fout, vraiment. Je passais, j'étais, mais un numéro, mais vraiment, je faisais chier tout le monde, en fait. Tous les collaborateurs, forcément, il fallait faire attention à toutes les mentions légales pour informer les gens de l'utilisation des données. Il y avait plein de choses qu'ils pouvaient plus faire. Donc vraiment, moi, les gens me détestaient, ils voulaient pas venir me voir. Et je trouvais que ça n'avait pas de sens pour moi. Enfin, ça avait du sens, tu vois, mais en quel sens? ils me détestaient, c'est pour rire que je dis ça, mais en fait, je les faisais chier dans leur travail, je les empêchais de travailler comme ils voulaient, je les empêchais, la loi les empêchait de faire plein de choses. Ah oui, tu veux dire ton poste en tant que juriste. Oui, mon poste, pas moi. Enfin, après, oui. Je pense que les managers ne m'aimaient pas. Ça, c'est une certitude, vraiment, j'étais leur pire cauchemar à chaque fois. Mais du coup, tu vois, ça n'avait pas de sens, et j'ai énormément eu du mal à trouver ma place, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup d'expériences professionnelles. Donc, quand j'ai passé l'avocat, après, j'ai passé l'examen d'avocat, après j'ai fait agent immobilier. Je me suis dit, j'arrête le droit, je suis agent immobilier, j'adore découvrir des nouveaux univers, rentrer dans l'intimité des gens, c'est découvrir plein de choses. Quand tu rentres dans un lieu, tu découvres plein de choses chez les gens, et j'adorais ça. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais accompagner des projets. Waouh. Bon, alors je pense que c'est pas partout pareil, mais dans mon expérience, c'était beaucoup lié, tu vois, on s'en foutait, enfin c'est pas qu'on s'en foutait des clients, mais il n'y avait pas cette humanité. On m'a imposé de travailler 6 jours sur 7. C'était la rentabilité. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas fait ce métier pour ça. Ça n'avait pas de sens. Je faisais que de pleurer. Mais à l'époque, je savais pas, tu vois. Je faisais que de pleurer. Vraiment, mais je passais mes journées à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et je comprends pas pourquoi tout le monde arrive tellement bien à s'adapter. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'être un boulet, en fait. Ouais, tu luttes, quoi. T'es à contresens. Je lutte complet. Et puis à chaque fois, c'est mon corps, il me parle, quoi. J'avais mal au ventre, j'étais tout le temps chez le médecin, des palpitations. À un moment, je vais chez le médecin, il prend mon pouls, il me fait, ah la madame, c'est le stress. J'étais, je suis stressée, je pleurais, je faisais que de pleurer, donc j'ai démissionné. Après, j'ai fait mon master 2 pour faire droit du numérique. Je fais une alternance dans une mutuelle, une catastrophe. Ça a été une catastrophe. En fait, je me suis dit, mais je pense que toutes les entreprises, encore une fois, j'ai pas envie qu'on stigmate les choses, mais ça, je parle que de mon expérience et pourquoi je me suis sentie mal dans une entreprise. Mais là, en l'occurrence, l'entreprise que j'avais intégrée, beaucoup d'hypocrisie, mais alors vraiment beaucoup d'hypocrisie. Moi, j'y vais, je m'en fiche. Moi, je mets les pieds dedans. J'ai fait banque. Là, tu me parles, c'est banque assurance. Donc, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Hein. Vraiment, je voulais travailler en banque, mais tu vois, genre, aujourd'hui, je me dis, mais comment? Je disais à mon copain, mais comment je me suis dit que travailler par exemple dans une administration ou même dans une banque, ça allait me plaire. Tu vois, vraiment, c'est à quel point j'étais complètement déconnectée de ce que je vivais. Tu vois, donc l'hypocrisie, c'était. J'ai une anecdote. Il faudra que j'enlève sur LinkedIn où je travaillais. Il y avait j'étais dans le bureau avec ma manager
Et elle faisait que de critiquer tout le monde, mais tout le monde, tout le temps. Mais au bout d'un jour, j'étais là, elle critiquait tout le monde. Je me suis dit, mais c'est incroyable ça. Je fais, wow, je dois me prendre tellement je dois te prendre tellement cher dans mon dos. Et à un moment, il y a une dame qu'elle aimait pas, a priori, qui rentre dans le bureau. Elle avait à peine retourné, elle était même pas sortie du bureau, elle lui fait un fuck. Et là, je me suis dit, où est-ce que je suis tombée ? Enfin, genre, là, on en est là, elle est même pas sortie du bureau, quoi. Elle avait juste de tourner. Plus de respect. Non, mais en plus, une fois, à un moment, j'étais rentrée dans le bureau, d'un coup, ça arrête de parler, tu vois, enfin... le climat est hyper hostile en fait. Hyper hostile, alors qu'elle était gentille en plus, tu vois, mais hyper hostile. L'émission, j'y voyais pas d'intérêt, enfin j'y voyais pas de sens, pas d'intérêt, et du coup, je sais pas, trop de politique pour rien, tu vois. On fait une grande réunion, on t'explique la beauté de l'entreprise, les valeurs, alors que quand tu sais comment ça se passe derrière, tu te dis non mais enfin, faut arrêter quoi. Moi, tu me fais pas avaler ça, et puis c'est impossible. À partir du moment que j'ai plus de motivation, au début je travaillais 10 heures par jour, tu vois, j'étais trop motivée. Ouais, à partir du moment que j'ai vu l'envers du décor, plus aucune motivation, c'était un supplice d'aller travailler. Et après, tu vois, j'ai fait l'administration, et elle m'avait posé une question d'entretien. Après mon passage, ils ont revu leurs critères de sélection. De sélection. Carrément fait ça. J'étais tellement. Elle était choquée par mon comportement. Je n'ai pas eu de comportement méchant, mais en fait, pas adapté à avoir ce genre de personne en face d'eux. Et elle me dit, vous supportez la hiérarchie ? Je suis bien sûr. Et je le mentais pas. J'étais persuadée que je supportais la hiérarchie. Pas du tout. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est hyper intéressant parce que ce que tu es en train de dire là, c'est que, bon, t'es jeune, tu viens de le dire, je vais avoir 30 ans. Donc là, tu es en train de dire, finalement, le nombre d'entreprises que tu as faites, tu te dis, mais en fait, je reste pas longtemps parce qu'à chaque fois, finalement, il y a des épisodes qui se répètent. Au départ, je me suradapte, je cherche. C'est ça. J'essaie de trouver quelque chose qui a du sens pour moi parce que j'en ai besoin pour, en tout cas, activer mes sources de motivation et mes ressources. Voilà. Et finalement, à chaque fois, je me heurte quasiment au même scénario. Et au départ, moi, tu te dis, je crois que je vais rentrer dedans. Et à chaque fois, même J'étais persuadée. Qu'est-ce qui crée pour toi, parce que c'est le mot que tu as adapté, parce que le burn-out, c'est la maladie de la suradaptation. Tu vois, on retrouve énormément de caractéristiques entre l'hypersensibilité et, entre guillemets, les caractéristiques, les mécanismes de l'individu qui créent à l'extrême. C'est pareil. Ça veut dire que tout le monde parfois se suradapte. Oui, mais en fait, c'est de la suradaptation. C'est en permanence, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, plutôt vers ça pour que ce soit plus concret, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que quand tu vois ce parcours dans les entreprises, quel est le lien entre cette suradaptation et ton hypersensibilité qui fait ce que je t'ai demandé, c'est quoi le lien avec l'entreprise ? Tu m'as dit, je veux pas décourager les gens, mais aujourd'hui, le milieu de l'entreprise est quand même mal adapté aux gens. Cette sensibilité exacerbée, j'entends aussi ce lien quand même avec les autres, cette compréhension et cette organisation et environnement de travail dans lequel, en fait, quelqu'un qui a les sens exacerbés, la sensibilité exacerbée, passe ses journées à se heurter à des choses qui finalement sont anodines pour certains. Mais je dis une question qui est aussi avec mon vécu, où en fait, qui est anodin pour certains, devient un choc ou quelque chose de violent pour l'autre au quotidien. Non, il y a plein de sujets là, ça me moustille. Mais non, en fait, donc du coup, moi je sais qu'à ce moment-là, il y a une certaine suradaptation, mais vu que très rapidement, je perds la motivation pour le projet, je ne fournis aucun effort. Donc, il n'y a pas eu de burn-out du tout à ce moment-là, parce qu'en fait, vraiment, mais alors que je me connais aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de qui je suis ? Je ne faisais rien, quoi. C'était terrible. Et avec mon copain, à chaque fois, il me disait, la prochaine entreprise, c'est la tienne, ça va le faire. Et j'y croyais. Et en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, il y a un problème. Donc, il n'y avait pas eu de suradaptation à ce moment-là, et le lien qu'il y a eu... Je sais plus ce que c'était ta question. Non, qu'est-ce qui... En gros, toi qui as vécu... toi, justement, qui a vécu l'entreprise, quel est le lien entre l'hypersensibilité et l'organisation de l'entreprise qui crée la difficulté pour quelqu'un qui est avéré hypersensible ? La difficulté, ça va être beaucoup, en fait... Déjà, pour les personnes hypersensibles, les relations sont très importantes. Il y a beaucoup de besoin de relations significatives. L'authenticité, c'est hyper important. Et l'hypocrisie, vraiment, ça passe pas. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont dire, mais personne n'aime l'hypocrisie. Oui, personne n'aime l'hypocrisie. Mais il y en a qui la supportent. Parce qu'il y en a qui arrivent à travailler dans des trucs politiques où il y a besoin de cette hypocrisie, entre guillemets. Pas dans tout, encore une fois. Mais les hypersensibles, c'est vraiment quelque chose qui va les heurter complètement, en fait. Ça va être leur heurter leurs valeurs, qui elles sont, ce qui les guide. Donc déjà, c'est très compliqué. Ensuite,
il y a ce besoin de sens. Vraiment, il y a ce besoin de sens. C'est extrêmement compliqué d'être motivé par quelque chose qui n'a pas de sens. C'est vraiment, c'est encore aller à l'encontre de soi, en fait. Donc ça, c'est un vrai moteur personnel. Un vrai moteur. Alors, on peut être totalement motivé par un projet et être dans un cadre salarié. Et ça, c'est très bien. Là où ça peut poser problème, c'est que souvent, on va se surinvestir. Quand on est très motivé par quelque chose, on se surinvestit. Et il y a aussi beaucoup ce besoin de reconnaissance que moi aussi, je n'avais jamais, en fait. Je faisais un truc, on me disait, ça c'est nul. Alors qu'il y avait plein de choses que je faisais bien, mais on pointait du doigt ce que je faisais pas bien. Et alors que tu as besoin de reconnaissance, t'en fais beaucoup, tu as envie qu'on te dise c'est bien ton travail, c'est bien ce que tu as fait, bravo pour ton travail. Non, c'est aussi quelque chose de très compliqué à vivre parce que le besoin de reconnaissance que tout le monde a, encore une fois, il est très intense chez les personnes hypersensibles. Donc ça peut encore poser problème. Mais vraiment, et aussi des témoignages que j'ai reçus, c'est beaucoup ça, l'hypocrisie, les procédures aussi qui n'ont pas de sens. En fait, encore une fois, c'est relié au sens. Il y a les choses qu'on fait avec le sens qui est important pour nous, mais il y a aussi le sens qu'on accorde aux choses. Moi, j'ai travaillé dans une administration où on me demandait des trucs qui n'ont aucun sens, vraiment, mais aucun sens. C'est-à-dire qu'on m'avait demandé, à l'époque c'était le Covid, on m'avait demandé d'imprimer une feuille pour des gens qui n'étaient pas là. Alors que, tu vois, la feuille, c'était avec le couvre-feu à 18h. Les gens revenaient le lundi matin. Ils auraient pu imprimer la feuille. Ça demandait une procédure plus de 30 minutes pour imprimer cette feuille. Et je leur ai dit, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi ils n'impriment pas la feuille quand ils rentrent ? On m'a dit, réfléchir, c'est désobéir. Je me suis dit, waouh, ok, on en est là. Et là, je me suis dit, en fait, c'est terminé. Là, je crois que c'était... Ouais, ça, c'était le trop. Oui, clairement, je me suis dit, là, c'est terminé. Je pense que je ne reviendrai plus jamais dans une entreprise. Et un mois après, je démissionnais et je ne suis jamais retournée dans une entreprise. Hyper intéressant. Donc, si je résume, il y a le sens. Ouais, ça, c'est très important. Mais le sens dans ce qu'on fait, mais aussi le sens dans le comment on le fait. Je sais qu'effectivement, le côté absurde des procédures, des process inutiles, lents, sans utilité, je l'ai vécu en finance. J'imagine. Comme tu dis, le climat. Le climat avec les autres, à savoir que en tant qu'hypersensible, besoin de se sentir dans un climat qui est non hostile et qui est dans des relations sincères et profondes. Alors, c'est pas le monde des bisounours, mais effectivement, moi, j'avais dit ça dans l'épisode 2 du podcast à relais, c'était un solo aussi. J'expliquais, je donnais mon parcours du burn-out et j'explique que quand j'arrive en direction centrale, j'expliquais c'était Game of Thrones en ciel ouvert. Et tu te retrouves là, ou un mélange de Mario Kart, tu vois, et tout d'un coup, tu te retrouves des carapaces rouges, des pots de banane, et toi, tu dois faire ton taf dans ce climat-là, sauf que c'est ça ton quotidien, quoi. Et les gens avec des grands sourires. Et en fait, quand tu arrives là-dedans... Et tu dois être content. Tu dois être content, en plus de ça. Mais moi, j'avais le sentiment d'être d'une naïveté, en fait. Pourtant, quand tu me vois, je tempérament, etc. Et il y a des sujets sur lesquels, pour toi, dans ton monde... C'est tellement pas compatible d'être comme ça. Clairement, vois, c'est un sujet aussi. C'est dans ta tête, c'est comme pour toi. Que tout le monde est comme ça, en fait, comme toi, et qui réfléchit comme ça. Exactement. Et tu dis, mais je comprends pas. Tu comprends pas. Ça n'a pas de sens en plus de se comporter comme ça. Et tu te dis, mais pourquoi ? Et en fait, tu te sens tellement naïve parce que eux, ils ont l'air d'être comme des petits poissons. Ils posent pas de questions. Ils posent pas de questions. Et pas tous, encore une fois, mais c'était très heurtant en plus les procédures, etc. que t'expliquais. Et comme tu dis, après, réfléchir, c'est désobéir. Enfin, moi, je pense que ça aurait été une phrase où c'est terrible. Là, je me suis dit, mais en fait, et il y a aussi, du coup, cette phrase, elle est pleine de sens entre guillemets la sensibilité, elle n'est pas acceptée. Ma créativité, elle n'était pas du tout acceptée. Mon empathie, pas du cadre. Il fallait pas sortir du cadre. On m'imposait une règle, mais en fait, tu vois, les emails, elle me les corrigeait à la virgule près. Et je me suis dit, mais en fait, je vais mourir. Et il y a aussi ce besoin d'autonomie, tu vois, qui est très important. Et c'est pour ça que je te disais que j'aimais pas la hiérarchie. Ce besoin d'autonomie, j'ai un besoin de liberté qui est immense, tu vois, c'est une de mes principales valeurs. Et là, le fait qu'à la virgule près, mais ça me rendait des plaques d'eczéma partout sur le visage. Je te jure, le vendredi, je revenais, je prenais un bain, mais j'avais le visage en feu tellement que j'étais énervée, infantilisée, mais énervée, contractée toute la journée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ce besoin d'autonomie, il est très important pour beaucoup de personnes hypersensibles. Et quand il y a des micro-managements comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que tu vois pas le sens. Pas le sens. Et t'as pas de liberté, tu peux pas exploiter ton potentiel, tu peux pas exprimer qui tu es. Alors, bien sûr, c'est normal de respecter en entreprise des règles, mais c'est bien aussi d'avoir une certaine liberté. Alors voilà, ça dépend. Enfin, tout est aussi une question de choisir bien son métier entre guillemets pour avoir cette liberté-là, parce que quand on en est dépossédé, moi en avoir été dépossédé, ça a été terrible. Vraiment, c'était très mal vécu. Ouais. Très très mal vécu.
Tu découvres l'hypersensibilité. Ouais. Et là, tu te plonges dedans, mais alors, corps et âme. Complètement. Corps et âme. Aucune limite. Aucune limite. Et jour et nuit. tu ouvres. C'était pas il y a si longtemps, hein. Enfin... Hypersensibilité ? Ouais, 3 ans. 3 ans. Voilà. Le 26 août 2021, je suis mon premier poste. Voilà, donc... je la fais tous les jours. 3 ans, c'est pas long dans une vie, tu vois. Non, ça passe, mais... Donc, il y a 3 ans, tu ouvres hypersensibilité et tu te plonges dedans. Ouais, corps et âme. Corps et âme. Là, tu vois le sens, tu découvres le pourquoi. Incroyable. J'en ai des frissons encore, tu vois. Genre, c'est incroyable. Ah ouais. On est à la limite de la passion. Et complètement. Tu veux partager ça aux autres. Là, tu te sens investi quasiment d'une mission. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, mais complètement. Mais, tu peux raconter, hein, c'est Bien le sûr. côté positif de tout ça. Mais je sais, parce qu'on en a parlé, à un moment... Ça a basculé. Ça bascule. Ouais. Tu racontes ? Ouais, bien sûr. Ça a basculé, ouais, complètement. En fait, supersensibilité, je vivais, je mangeais, je dormais, je vivais pour supersensibilité. Mais à tel point qu'en fait, tu vois, je passais mes jours et mes nuits, j'ai complètement perdu le contact avec plein de gens de mon entourage. Je parlais que de ça. Même Instagram a dicté ma météo intérieure à un moment. Et j'avais cette mission, je me sais pas, je m'étais sentie investie d'une responsabilité. J'avais une urgence de vivre. En fait, c'est ça comment ça s'est caractérisé avec des événements. Parce qu'en fait, j'ai ouvert mon compte en 2021, mais en novembre 2021, j'ai appris que mon cousin de 16 ans avait un cancer et moi, ça m'a réveillé toutes mes peurs et une énorme anxiété. Enfin, ça a été une période très compliquée à vivre et ça m'a créé une urgence de vivre. Et je m'étais dit, en fait, je vais mourir bientôt. Dans ma tête, j'étais persuadée de mourir bientôt. Il faut absolument que j'aide le plus de personnes. Et du coup, je travaillais jour et nuit. Je travaillais jusqu'à 4-5 heures du matin. Je me réveillais à 8 heures et je faisais que ça tout le temps. Et sauf qu'à force, j'étais très fatiguée. Et même avec les statistiques, ça avait commencé à me monter à la tête, les statistiques d'Instagram. À me monter à la tête. J'étais obsédée par... je sais pas, en fait, j'ai commencé à déjà, en fait, supersensibilité, c'était moi. Jennifer Ettoren n'existait pas. Je me suis complètement fondue dans supersensibilité. Franchement, je disais des dingueries des fois où je me disais, demain, si je meurs, parce que j'étais persuadée que j'allais mourir, je vais mourir. Mais là, je pensais que c'était rapide. Tu mets tout aux couleurs de supersensibilité. Enfin, vraiment, mais des trucs il y a une fois, en fait, je me suis dit, si mon compte... Enfin, ça, c'est dur à dire, parce que j'en ai même pas parlé dans le livre, mais j'avais dit à mon copain, si mon compte Instagram demain ne fonctionne plus ou ne marche plus ou il est supprimé, je me suicide. J'en étais arrivée là, tu vois. Ouais, et là, en fait, là, ça a été le déclic où je me suis dit, waouh, là, tu vas. Enfin, mon copain m'a dit, là, tu vas beaucoup trop loin. On avait pris du temps pour parler et tout. On avait passé un week-end à Amsterdam parce qu'on adore cette ville. Et j'avais passé tout mon week-end à pleurer. Et je me suis dit, mais là, je peux pas, en fait, vivre comme ça. C'est bien d'aider les autres. Mais là, je suis en train de dépérir, en fait. Et donc, les événements sont passés comme ça. Et j'avais une telle passion, ça m'avait tellement sauvée, tu vois, d'avoir ce projet qui avait tant de sens pour moi, d'aider toutes ces personnes, tu vois, de recevoir. J'avais ces reconnaissances que j'avais tant manqué, j'avais ce besoin d'amour que j'avais cherché à combler toute ma vie, et ce besoin de reconnaissance qui a été immense et je m'en étais pas aperçue. Et donc en fait, avec l'anxiété qui a grandi au fil des mois, en fait, j'ai eu un projet professionnel qui a été terminé. En fait, on m'avait contacté pour écrire un livre et le livre j'avais écrit en 1 mois et demi et en fait je l'avais pas rendu parce que le projet de base avec le projet final c'était pas du tout ce qui était. Enfin, il y avait vraiment un monde et je me suis dit ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, le manque de sens encore une fois, ça n'a pas de sens. Du coup, j'avais fini d'écrire le livre, je l'ai pas rendu. Et là, je commençais à devenir très cynique. Très très cynique, j'avais mal partout, mal aux genoux, mal aux bras, je faisais que de pleurer. Je disais à mon copain, je vois pas l'intérêt de vivre, je comprends pas la vie elle n'a pas de sens, où est passée ma passion, où est passée mon ambition, ma détermination, je savais plus qui j'étais. Et après, l'anxiété m'a complètement possédée. Ouais, le stress chronique, l'anxiété, j'avais des douleurs musculaires, mais terrible. En fait, tu décris beaucoup de symptômes du burn-out. Ouais, il y avait l'anxiété généralisée, les crises de larmes, la fatigue. Il y a un rapport un peu obsessionnel quand on est dans la passion. Ouais. Qu'est-ce qui te fait basculer dans hypersensibilité ? Qu'est-ce qui crée tout d'un coup le point de bascule qui a fait ouais, le point de bascule. Le point de bascule, ça a été... donc ça a duré, tu vois... 2-3 mois où vraiment en fait mon copain me disait mais prends une pause. Je fais oui, je prends 1 jour de pause et j'y retourne de plus en plus. En fait, je ne savais pas m'arrêter. C'était une addiction. Mon travail était une addiction. Je ne savais pas m'arrêter. Prendre du temps pour moi, c'était terminé. Et en fait, ça a duré 2 mois. Et il y a un soir, en fait, j'étais en train de créer ma formation.
Et là, crise de panique. Et je commençais à faire des crises de panique de plus en plus. Donc, c'est-à-dire, tu vois, au début, c'était tous les mois, après, c'était toutes les 2-3 semaines, et ça commençait à s'amplifier. Et là, j'ai fait une crise de panique, j'ai cru que j'allais mourir. Et pendant 45 minutes, mon cœur qui bat, j'ai pris une douche froide, une douche chaude, je me suis allongée, j'ai marché, je disais à mon copain, appelle le SAMU, je vais mourir. Donc là, je dis ça parce que si les gens, tout le monde n'a pas vécu des crises de panique, moi j'en ai vécu aussi. On a vraiment cette sensation qu'on va mourir. Vraiment, c'est très violent. Quand vous entendez ça, voilà. Je prenais mon pouls, je crois que j'étais à 100, je sais plus à combien, mais c'était énorme. Et depuis 45 minutes, donc, je sentais mon cœur battre dans tout mon corps. Mes jambes, c'était du coton. Je me suis dit, je vais mourir là, en fait. Et je me suis dit, ce qui est fou, c'est que dans toutes ces pensées que j'ai eues à ce moment-là, je me suis dit, je meurs là, j'aurais passé toutes mes 2 dernières années à travailler. Et j'aurais pas été heureuse en plus. Parce que ça me rendait heureuse, Supersensibilité, c'est ce qui me procurait un bonheur, mais ça va. En fait, Supersensibilité m'a beaucoup aidé à masquer cette anxiété et cette terrible nouvelle qu'on avait appris, l'anxiété et tout, donc je me suis réfugiée dans mon travail. Donc ça aussi, c'est pas bon. Et c'est devenu un refuge, en fait. Ouais, ce que nous, on appelle dans notre jargon un anesthésiant. Complètement. Les émotions sous le tapis, dans Supersensibilité, ça me donnait du bonheur. J'aimais créer, j'aimais partager, j'aimais échanger avec les gens, les aider, recevoir, aussi. Bien sûr. Et sauf que je me suis complètement oubliée. Et donc là, cette crise de panique de trop, je me suis dit, en fait, j'aurais passé mon temps à travailler. Et en plus, ces derniers mois, je suis même pas contente, je suis même pas heureuse de ce que tu produis, de ce que je produis, de ce que j'aimerais faire plus parce que j'arrive jamais à en faire plus. Tu vois, j'ai une exigence envers moi-même qui était énormément élevé. Et donc là, en fait, parce que ça avait commencé aussi un peu avec le livre, où dès que je recevais un mail, je commençais à avoir, tu vois, des palpitations, des angoisses. Et là, je fais cette crise de panique de trop. Et là, mon copain me dit, c'est terminé, tu travailles pas. Et là, plus possible de rentrer dans mon bureau. Pendant 3 semaines, le bureau, j'ai pas mis un pied. Mais mon corps ne voulait plus rentrer dans mon bureau. Je travaillais parce que j'avais pas le choix de travailler, parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, j'avais rien du tout. Et donc, nous n'avons pas de parachute quand on est entrepreneur. Aucun parachute, et c'était hyper compliqué parce que j'avais été tout de suite voir une psychologue et mon médecin traitant qui m'a dit je vous arrête. Je dis non, j'ai pleuré. Je dis non, je peux pas, vous pouvez pas m'arrêter, je vais pas avoir d'argent. Et j'ai fait un mois à zéro. Et donc heureusement qu'il y a mon copain à côté qui peut m'aider, mais j'avais, c'était terrible, tu vois, financièrement, cette insécurité en plus qui s'ajoute à tout ça. C'était vraiment compliqué et là pendant 3 semaines pas pu travailler dans mon bureau. Je continuais de travailler mais j'essayais vraiment de réduire et après on est parti à La Réunion pendant 1 mois. C'était un projet qui était prévu, ça m'a fait du bien, mais quand je suis revenue, terrible. Je suis revenue dans le même environnement, je me suis forcée à aller dans mon bureau. Je me suis repris fois 10 dans la tête. Et alors, tu vois, quand j'ai été voir le psychologue, elle m'a diagnostiqué, mais sans me faire de test, un burn-out intense. Aujourd'hui, avec ce que j'ai lu et tout, je ne sais pas si c'est un burn-out que j'ai fait. En revanche, je pense que je l'ai frôlé. Si je l'ai pas fait, je l'ai frôlé parce que j'ai été épuisée. Je faisais que dormir pendant, mais pas pendant longtemps. Il y a des gens vraiment, ils peuvent pas dormir pendant des semaines et voire des mois. Ils peuvent pas, travailler. Ils sont obligés de se reposer. Moi, ça a duré peu de temps. Et je me suis aussi forcée. En fait, je me suis clairement forcée. Est-ce que j'aurais pas dû ? Tu vois, aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait les choses différemment et je me serais peut-être j'aurais pris plus soin de moi. Alors je l'avais fait soin de moi, j'avais pris soin de moi, j'avais été voir des psychologues, j'avais fait plein de choses parce que je me suis dit là j'ai l'impression que c'était une question de vie ou de mort. C'est soit je me fais aider, ta santé mentale là. Ah ouais plus de santé, mais c'était, je disais à mon copain, il va falloir que tu ailles m'enfermer quelque part parce que je suis en train de devenir folle. Je faisais des crises de panique tout le temps, des crises d'angoisse et je me suis dit, et ce qui a été le plus dur et qui a été encore, j'ai mis du temps à accepter ça, c'était le deuil. Pour moi, tu vois, on en parlait, mais c'était pour moi un vrai deuil, de faire le deuil de cette Jennifer qui était passionnée par son projet, qui n'avait que ça en tête, qui drivait par des émotions que je n'avais jamais ressenties jusque-là. Et là, je ressentais plus rien. Et donc là, je me suis dit, comment je vais faire pour vivre, en fait, si j'ai plus Supersensibilité, c'était tellement tout pour moi. Si maintenant, aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver la passion et à retrouver ce projet, comment je vais faire, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir. Et ça a été un long cheminement. Alors aujourd'hui, j'ai repris plaisir à créer Supersensibilité, mais j'ai aussi compris
que en fait je me suis enfermée, donc je me suis suradaptée. Tu vois, tu parlais de la suradaptation. J'avais envie de parler, tu vois, l'hypersensibilité, je l'ai abordée de long en large en travers, et j'avais besoin aussi d'aborder d'autres sujets, de parler aussi d'anxiété, de parler aussi un peu de moi, tu vois, de mon expérience, et j'osais jamais le faire parce que je me suis dit les gens sont abonnés pour mon compte, pour les posts que je fais, ils s'en foutent de moi, ça va pas les intéresser. L'anxiété, dès que je parle d'un autre truc sur Instagram, les statistiques baissent, et vu que les statistiques c'était la représentation de ma valeur, je pouvais pas me permettre de voir que les gens ne m'aiment pas, tu vois. Enfin, c'était beaucoup de blessures à travailler. Je me suis rendu compte que avec l'hypersensibilité, j'avais travaillé sur une surface de moi, mais qu'il restait encore beaucoup de choses à travailler. Et donc, tu vois, c'est beaucoup de travail sur soi, mais j'essaye de prendre du recul. Et là, j'essaye de parler un peu plus de moi. Tu vois, j'ai posté la photo de moi avec mon livre. Ça paraît bête pour plein de gens, mais alors pour moi, c'est un pas énorme parce que je me serais jamais autorisée à faire ça avant. Et là, j'essaye de mettre un peu plus, de me reconnecter en fait à moi pour que Supersensibilité suive aussi et évolue avec moi en fait. Et donc c'est tout ce que j'apprends aussi de cette période qui a été très compliquée. Et je pense que voilà, le burn-out, même si je sais pas si on peut dire que c'est un burn-out, mais en tout cas moi c'était beaucoup d'anxiété. Voilà, c'est cette addiction au travail, c'est ce besoin de camoufler ses émotions parce que aussi quand on est, je pense, hypersensible, quand on a une passion comme ça, une mission de vie, je pense qu'on peut s'y investir complètement corps et âme et en faire trop, tu vois, entre guillemets, trop, c'est dans la démesure des choses parce qu'on aime faire les choses avec le cœur, parce que c'est important pour nous. Et du coup, si on se rend pas compte des choses, et pourtant j'avais un entourage qui me disait attention, tu files droit vers le burn-out, tu vas te prendre un mur en pleine face, et je l'ai pas écouté. Et ça, c'est pour ça, c'est important de l'écouter aussi, l'entourage, parce qu'ils sont là pour te signaler de certaines alertes, de voir ce que tu ne vois pas. Et il y a aussi ça, aussi, tu vois, c'est ça aussi qui était dur. Je parle un peu toute seule là, depuis tout à l'heure, mais c'est un sujet qui me parle et j'espère pouvoir aider des gens à travers mon parcours, parce que c'est pas évident aussi non plus de se livrer, d'autant plus que tu vois, quand tu es créateur de contenu, j'ai eu besoin, tu vois, à un moment de me dire est-ce qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui vivent ce que je vis, parce que j'avais l'impression, tu vois, que on pouvait pas faire un burn-out quand on a fait de sa passion une mission de vie, un travail, tu vois. Et je me suis dit, mais il n'y a que moi. C'est qui, tu vois, j'étais méchante avec moi. Je me suis dit, mais c'est qui cette folle, cette tocarde, entre guillemets, qui va réussir à se dégoûter de sa passion? Je me suis dit, mais ça n'arrive à personne. Et je me suis sentie extrêmement seule. Et en fait, il y en a beaucoup des gens qui sont comme ça. Je reçois la santé mentale des passionnés. En fait, ce que tu expliques, c'est que, tu vois, moi, par exemple, dans la majorité des gens que je coach, on ne dirait pas comme ça, mais la majorité, c'est des entrepreneurs. Alors, on va dévier un peu, mais pourquoi ? Parce que tu l'as légèrement évoqué. Quand on est entrepreneur, l'arrêt, il est extrêmement compliqué s'il n'y a pas de parachute. Non. Moi, pour le coup, j'ai vécu un burn-out de salarié. Donc, quand t'es arrêté, t'as la sécu, puis dans une grosse boîte, t'as la prévoyance qui va avec. Ça n'enlève pas le mal-être que tu peux ressentir, mais t'as cette insécurité en moins tu vois, que t'as pas besoin ton dans ta loyer tête. Est payé. Voilà. Déjà, t'as pas la charge mentale, mes besoins primaires sont payés. Ouais. J'ai mon loyer et j'ai de quoi me payer à bouffer. Ça, c'est automatisé. Enfin, même si moi, j'arrive pas à aller faire les courses, les personnes de mon entourage vont le faire, quoi. Et j'ai pas de sujet à ce niveau-là. Quand t'es entrepreneur, c'est dur. Vraiment, c'est dur. T'as rien. Alors, voilà, quand je dis t'as rien, qu'on vienne pas me dire oui, les prévoyances, les machins, etc. Enfin, le sujet, j'étais même pas au courant à l'époque, j'avais rien du tout. Le sujet n'est pas là. Donc, forcément, le risque et les conséquences des personnes qui vivent de la santé mentale est bien plus important chez l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que j'ai une majorité de personnes qui viennent me voir. Soit ils sont à la limite, soit ils l'ont vécu et effectivement, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner, pour relever et surtout comprendre. Parce que comme tu dis, c'est de te dire, mais attends, on comprend pas, on parle beaucoup du burn-out du salarié. Donc du coup, le salarié, c'est l'environnement de travail, donc ce salopard d'environnement de travail délétère qui les a emmenés. Non, en fait, ça montre bien qu'on a tous une part de responsabilité dans nos mal-être et dans nos traumas et dans nos problématiques de santé mentale et qu'on peut être acteur de notre santé mentale. Bien sûr, mais bien sûr. Et pas victime. On peut devenir acteur de notre santé mentale. Et il y a des solutions. Maintenant, c'est compliqué des fois de les trouver, mais il y a des solutions qui existent. Alors oui, aujourd'hui, on va faire le débat parce que pareil, on va nous tomber dessus parce que on n'est pas médecin, alors tu comprends, on n'a pas toujours la légitimité de dire des choses, etc. Mais il y a quand même plein de choses aujourd'hui en dehors de la médecine classique pour pouvoir être accompagné et être aidé. Mais voilà, donc c'est beaucoup des entrepreneurs. Et pourquoi ? Parce que si t'es OK, j'aimerais qu'on revienne dessus par rapport à ton cas et ton histoire et ce qui s'est passé. Parce que, comme tu dis, on est pris par une mission. La mission, c'est le pourquoi. On est habité. Ouais. Et tout d'un coup, c'est ce que tu expliques quand tu parles des chiffres, etc. Tout d'un coup, autour du pourquoi, se crée une mécanique qui devient le comment.
Comment je touche de plus en plus de personnes? Comment j'aide des personnes? Et en même temps, arrivent d'autres problématiques. Comment je gagne ma vie? C'est quoi la stratégie derrière ça? Comment je fais toujours mieux? Comment j'ai de plus en plus de statistiques? Comment je gagne de plus en plus de followers? Et tout d'un coup, on devient esclave de nos indicateurs. Tellement. De nos indicateurs, de notre comment, et on s'éloigne de notre pourquoi, et on devient prisonnier. Et en plus, quand tu as des drivers qui sont en plus ceux d'hypersensibles ou des hyper investis, des hyper engagés. Beaucoup de trauma aussi, de schémas que tu mets en place, parce que tu vois, ça je l'ai compris aussi. Exactement. De schémas que je mets, quand je sais que mes parents sont séparés, c'était une séparation extrêmement très conflictuelle, très conflictuelle, atroce. Vraiment, ça aurait pu être un film, cette histoire, et on en a énormément souffert. Et en fait, à ce moment-là, le seul moyen pour moi de camoufler mes émotions et de les taire, c'était de m'investir dans mes études. Et je me suis surinvestie dans mes études. Et en fait, quand j'ai fait la même chose au moment où j'ai appris le cancer de mon cousin et que mon anxiété s'est réactivée puissance 1000, et ben j'ai refait la même chose. Je me suis surinvestie dans mon travail. Et j'ai reproduit la même chose. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Donc, c'est important de... Il y a aussi, tu vois, les caractéristiques des personnes hypersensibles, tu vois, qui peuvent se surinvestir. Il y a certaines prédispositions, entre guillemets. Mais il y a aussi beaucoup derrière une histoire, j'ai l'impression. Exactement. On a tous nos histoires. Ouais. En fait, il faut savoir que, en gros, ce que je dis toujours, nous, les petits êtres humains... il y a autant de visions du monde, que d'êtres humains. Comme de sensibilité et de personnes hyper... Enfin, c'est exactement. Bien sûr. Chaque personne est unique. Exactement. Et du coup, notre monde, c'est la somme de ce qu'on a vécu, de nos expériences et des perceptions qu'on a engrammées. Et en fait, nos perceptions ne sont qu'un angle de vie d'une situation qu'on a enregistrée. Et comme notre objectif, c'est d'éviter la douleur et la souffrance, en fonction de ce qu'on a perçu, on se dit, si je fais ça... En plus, on recrée des schémas. Ça m'évite ça. J'ai l'impression d'échapper à ça, de fuir à ça ou d'éviter ça. Donc, j'ai l'impression que quand je crée ce schéma-là, je me protège. Ouais. Et en fait, le cumul finalement de nos barrières de protection, quand tu regardes la boucle, en fait, ces cercles vicieux, elle nous crée notre douleur. Et là où on plonge directement dans nos problématiques de santé mentale. Et est-ce que toi, tu as remarqué, est-ce que tu as des drivers particuliers? C'est-à-dire qu'au-delà de l'hypersensibilité, du coup, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as vu des patterns, des drivers aujourd'hui sur lesquels tu as pu travailler que tu pourrais expliquer pour pouvoir dire, bah voilà, si vous voyez ça, je sais qu'on en a parlé au téléphone et tu l'as exprimé plusieurs fois, c'est le corps nous parle. Ouais. Le corps, lui... Avant de mener au burn-out, ouais, bien sûr, y a eu beaucoup de signaux. Beaucoup de signaux. Déjà, il y a eu ce cynisme qui est arrivé alors que quand j'ai créé Supersensibilité et que je vivais ma meilleure vie. Mais j'avais jamais connu une joie. Moi, j'étais toujours dans le négatif, dans la tristesse, dans la colère. J'avais jamais connu la joie. Je savais même pas ce que c'était, vraiment. Et du coup, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Puis d'un coup, en fait, elle a disparu. Elle a disparu, donc c'était beaucoup de cynisme, beaucoup de négativité. J'ai commencé à perdre l'estime de soi, ça se voyait, j'avais plus confiance en moi. Je commençais, alors que j'avais fait très attention à bien me parler, à bien me traiter. Je commençais aussi à... Mon estime de soi chutait, en fait. Mon estime de soi a complètement chuté. Mais au niveau du corps, ça a été vraiment... des signaux physiques. Donc déjà, il y a eu alors ça peut être aussi lié à l'anxiété. Dans mon cas, je pense que c'était un peu des deux. J'avais des douleurs musculaires, mais les TMS, troubles musculo-squelettiques, tout ça. Ouais, au niveau de l'épaule là. Des douleurs musculaires. J'allais chez l'ostéo une fois par mois, et à chaque fois j'étais bloquée. J'avais des torticolis. Mon copain, il me massait tous les soirs, mais je hurlais de douleur. Et des fois, je pleurais. Je me disais, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour me bloquer à ce point-là, de souffrir chaque soir? Je pouvais même plus dormir, je pouvait même plus bouger la tête. Je travaillais comme ça, je pouvais même plus bouger. Aujourd'hui, tu vois, quand je pense à ça, je me dis, mais ça n'a pas. De toute façon, il fallait que tu y ailles. Tu vois, vraiment, il fallait que je vive cette expérience apparemment, parce que j'avais tous les signaux et j'ai rien. Enfin, c'est pas que j'ai rien vu. Je pense que j'ai aussi pas voulu voir. Bon, j'ai pas envie de... Ouais, c'est passé. Et il y avait, tu vois, ces douleurs au bras. J'avais des douleurs au bras, aux genoux. Je pouvais plus j'avais tout le temps mal aux genoux, des douleurs derrière le genou, mais j'arrivais plus à marcher. Il y avait cette fatigue. J'étais très fatiguée, très, très fatiguée. Et en même temps, je dormais pas parce que j'avais tout le temps 1000 idées, toujours très stressée. J'avais beaucoup de sueur nocturne, tu vois, avec le stress. Je transpirais beaucoup la nuit. Et c'était beaucoup aussi au niveau du moral. Vraiment, plus
plus de plaisir, plus de motivation. Je me dénigrais tout le temps. Moi, de toute façon, je suis pas capable de faire ça. Je suis nulle. Je me comparais tout le temps aux autres. J'étais jamais assez bien. Je faisais jamais assez bien les choses. Je pouvais en faire toujours trop et je m'en demandais toujours plus en fait. Et du coup, ça plus ça, tu vois. Mais au niveau, tu vois, pas, parce que ça, c'est un peu des caractéristiques par rapport où je pouvais comparer avant-après. Mais ce cynisme, et je crois que ça fait partie aussi du burn-out, le cynisme. Et c'était vraiment les signaux du corps. Les signaux du corps, c'était assez impressionnant parce que quand j'ai lu après des livres sur le sujet, ils le disent direct, les mal au genou, mal au bras, le corps te parle. Et en plus, je me vois avoir mal et en me disant, ma tête me disait, oh, c'est bon, tu vas pas me saouler, tu vas me faire travailler jusqu'à 22h ce soir. Et je lui parlais comme ça tous les jours. Et à un moment, il m'a dit, c'est de la brutalité. Hein. Ah ouais, et il m'a dit, mais tu vas arrêter de travailler. Et il va t'immobiliser. C'est moi qui commande. Tu sais, à un moment, il dit, ok, je vais te laisser un moment de sursis, mais à un moment, de toute façon, tu comprends pas. Est-ce que tu pourrais dire, moi j'entends des choses en tant que coach, etc., mais c'est là-dessus, mais est-ce que parce qu'en fait, il faut savoir que nos drivers et tout ça sont alimentés par des peurs, des peurs inconscientes. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais en grande maille, quand tu entends tout ça, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, c'est un moment, on a notre mission. Tu m'as dit, ça me porte de la joie, ça me donne ma créativité. J'ai 1000 idées à la seconde, j'ai envie de servir, incroyable. Je me sens utile. Et puis, je me sens aussi reconnue sans forcément montrer ma tête, parce qu'en plus, c'est un compte où tu montres pas ton visage. Non, c'est même pas ça qui m'intéresse. En fait, c'est vraiment la reconnaissance de je me sens utile. J'aide les autres. Je suis reconnue dans ce que j'apporte en tant qu'experte sur le fait d'aider le sujet. Mais en même temps, tout d'un coup, je me fais rattraper par des comment et des mécanismes. Est-ce que tu as identifié des peurs principales qui ont engendré ces mécanismes ? Bien sûr. La peur de ne pas être aimé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, la peur de ne pas être aimé, tu vois, par rapport aux statistiques et tout. Même encore maintenant, je travaille encore dessus. La peur de ne pas être aimé, je pense que ça, c'était... créer le détachement par rapport aux statistiques du réseau. Ouais, je travaille encore dessus. Je me fais des challenges, mais c'est même pas encore évident. Et en plus, ça peut paraître tellement... mais attends, mais c'est qui cette fille qui fait qui a fait quelque chose qui a du sens ? Et après, en fait, il y a que les statistiques qui la drive. Enfin, j'ai pas envie qu'on pense ça de moi parce que c'est pas le cas. Mais c'est juste, en fait, Instagram, il te met aussi dans une sorte de prison dorée où, en fait, si tu veux être visible, aider aussi le plus de personnes, tu vois, si tu veux que ton compte... à une évolution, il faut aussi être visible. Et puis en fait, je sais pas, ça te met dans un truc avec les machins écrits en rouge là, moins, je sais plus trop quoi, moins 50% de vues ce mois-ci. Enfin, c'était quand j'ai arrêté de travailler sur le compte pendant quelques semaines, là il y a pas longtemps. Vraiment, c'est terrible. Je me dis, mais c'est tellement toxique en fait. Mais en tant qu'entrepreneur, on a besoin quand même de métriques. Bien sûr. Et puis bon, et surtout, juste merci de le dire parce qu'en fait, Jennifer, il faut savoir que je crois que la majorité des gens, donc ce serait ne pas être, on parle d'honnêteté tout à l'heure, ce serait pas être honnête de dire que les gens, je m'en fiche totalement. Même moi, si aujourd'hui j'ai créé une forme de détachement, tu vois, il y a un moment, quand on crée quelque chose avec le cœur pour se sentir utile, et que bien sûr, c'est important d'avoir de la... Il y a un côté... ça fait chou blanc, ça parle à personne. Bien évidemment que des fois, ça crée des remises en cause. Et en fonction du travail qu'on a fait sur nous et de la distance qu'on arrive à prendre par rapport à ça, c'est ça le chemin. Le chemin, c'est à partir du moment où on arrive à prendre la distance entre nous, être humain, individu, et la représentativité de notre travail. Ça, c'est un long chemin. Et ça, c'est un chemin et c'est un travail. Donc, merci de le partager parce que je peux te certifier que tout le monde est en chemin, je pense, là-dessus. Parce que c'est des choses nouvelles, tout ça. Non, bien sûr. Et pareil, en fait, je suis aussi dans cette honnêteté envers moi-même et envers les autres, dans le sens où j'ai pas envie de me cacher derrière quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est ma vie, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis à un instant T. Et je sais, pour parler à beaucoup de créateurs de contenu, que ce rapport aux statistiques, il est compliqué pour tout le monde. Celui qui me dit, non, moi, je m'en fous de mes statistiques, non, je pense vraiment, sauf s'il y a vraiment une grande distance et que tu t'en fous. La plupart des gens, ceux qui vivent aussi de leur compte Instagram et surtout ceux qui passent du temps, parce que tu vois, un réel, ça peut me prendre 3 voire 4 heures à créer un post, ça me prend 2-3 heures, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche et tout, forcément que tu as envie que ton travail soit reconnu. Et donc je sais plus pourquoi je disais ça par rapport aux statistiques, mais c'était la peur de pas être aimé. La peur de pas être aimé. Et en plus, du coup, j'avais totalement associé, tu vois, pour moi, statistique égale je suis aimé. Si mon post fonctionne bien, je suis aimé. S'il fonctionne pas, les gens s'en foutent même pas. Donc ça, c'était terrible. Et la peur de
Je pense que je me mets beaucoup de pression et je me sens le besoin d'être toujours un peu parfaite. C'est vrai qu'en fait driver soit parfaite. Ouais, mais complètement, mais soit parfaite et fais des efforts. Fais des efforts à fond, c'est-à-dire que quelque chose qui peut me prendre 1 heure, je vais en mettre 3 heures parce qu'il faut que je travaille dur pour réusstir. Ça, c'est complètement mon leitmotiv. Il faut travailler parce que je l'ai entendu toute ma vie aussi. Il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur pour réussir. Ouais, c'est drôle. Alors, pareil, si vous écoutez l'épisode 7, ce que j'en parle, c'est les trois drivers, en fait, qui te mènent au burn-out, quoi. Ah ouais, j'ai parfait. Je coche toutes les cases. Soit fort, fais un effort, soit parfaite. Tu rajoutes un petit soupçon de fait plaisir. Fait plaisir, bien sûr, mais il passe juste derrière. Donc, clairement. Non, et en fait, c'est tout le monde a ces caractéristiques-là, mais en fait, c'est pas la même intensité, encore une fois. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont exacerbés. Ça veut dire que le curseur auquel on pousse ces mécanismes, ils sont d'une puissance et d'une intensité au point où, en fait, notre être n'existe plus. Exactement. On est synchro. Nos drivers ont pris... Possédé. Exactement. On est possédé. C'est complètement ça. Au point où, tu vois le ravin, en fait, tu sais, comme dans les films, tous les gens disent, mais il y a le ravin, tu vas t'arrêter. Ah non, en fait, tu continues comme un zombie. Moi, je suis un gros plongeon. Un plongeon, je l'ai fait comme ça dans le ravin. Il y avait même pas de profondeur, mais j'ai sauté. Fais des efforts, mais fais des efforts, c'est le pire, et ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis toute petite, il fallait toujours que j'en fasse plus. Et là, pour le travail, tu vois, même si des fois, je pourrais faire des articles, je pense, en 1 ou 2 heures. Non, je vais mettre 1 journée entière parce que j'en ai pas encore assez fait. Et là, tu vois, pour la promotion de mon livre, je me mets une pression de malade mentale et je m'oblige à faire un travail à plein de jobs qui ne sont pas les miens, mais il faut que je les fasse parce qu'il faut que je me donne. Il faut vraiment que je réussisse pour que mon livre ait du succès, parce que je veux me donner enfin, tu vois, je veux faire le maximum pour que ça réussisse. Et du coup, si je fais pas le maximum, je vais culpabiliser. Donc tu vois, c'est encore maintenant. Driver, hein. Tu vois, je suis personne pour donner des conseils parce que j'apprends encore de ça et je compte me faire accompagner après avoir travaillé sur l'anxiété avec ma psychologue sur tous ces sujets-là, parce que je pense pas que, même si ça va mieux, je pense pas que aujourd'hui, il y a encore une problématique, en fait. Ouais. Tu sais, on est en chemin et c'est pour ça que pour qu'on aille vers la fin du podcast, c'est t'expliquer que voilà, aujourd'hui tu vas beaucoup mieux. Ouais, je vais beaucoup mieux. Tu vas beaucoup mieux, tu t'es fait aider. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, donc traverser du désert, donc cette période de passion, et tout d'un coup le revers de la médaille, de la passionnée hypersensible qui justement vient d'expliquer à fond dans ses drivers, mélangés par ses schémas de vie, ses traumas, etc. Vraiment, c'était un mauvais cocktail. Exacerbé, c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle effectivement un truc explosif. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce que peut-être aujourd'hui des gens qui nous écoutent, ouais, mais il y a peut-être des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont pas loin et qui se reconnaissent dans une partie de ce qu'on est en train de raconter. Il y a plein de chemins différents, on est tous différents, on est tous uniques. Mais mon chemin ne sera peut-être pas celui des autres. Exactement, mais en même temps, quand on sait qu'aujourd'hui, j'ai rien contre la médecine traditionnelle, mais quand on a des choses comme ça, des fois, on se sent un peu seul et isolé pour trouver une porte d'issue. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui a fait que tu ailles mieux aujourd'hui? Et que tu sois là, que tu as écrit ton livre. Ouais, après, c'était dur, l'écriture du livre aussi. Mais non, je vais mieux et je suis très, très contente de pouvoir le dire parce que ça fait longtemps. Là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas ressenti beaucoup d'anxiété et que vraiment, je me sens bien. Je me sens bien, je retrouve mes émotions, je retrouve la personne que j'étais. Et ça, c'est un plaisir, même si elle a changé. Ce qui m'a aidée, ça a été vraiment compliqué. Ça a été un parcours du combattant, j'en parle justement dans mon livre. J'ai fait psychologue, j'ai été voir plusieurs psychologues, mais à chaque fois, en fait, la personne ne me convenait pas. Il y en a une, elle faisait tout le temps des spéculations. Oui, je suppose que vous avez ça, vous me dites si c'est bon ou pas. En fait, non, c'est ma santé mentale qui est en jeu. Là, tu vas pas me faire des spéculations sur ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait hypnose. Et l'hypnose, ça m'avait beaucoup aidé sur le moment. Ça m'avait permis de plus couler. Tu vois, genre, je sortais un peu la tête de l'eau, mais en fait, je pense que mon anxiété était tellement trop profonde et sévère, parce que j'ai été diagnostiqué d'un tag sévère que en fait un tag pour ceux qui savent pas. Trouble anxieux généralisé. Okay. Trouble anxieux généralisé sévère, et il y avait trouble panique aussi. Donc c'était trop profond en fait pour que juste l'hypnose puisse m'aider, mais il y a des personnes à qui ça avait fonctionné. Moi ça avait fonctionné un temps, mais après plus. Après j'ai fait de la kinésiologie. La kinésiologie, pareil, c'était hyper intéressant. C'est une technique en fait avec par rapport au corps, il te pose des questions au corps, il tape au niveau des... franchement, je suis désolée pour les personnes qui pratiquent cela parce que je l'explique hyper mal. Mais on va me dire peut-être une kinésiologue un jour. Mais carrément, avec plaisir, parce que c'est une pratique hyper intéressante et je sais qu'elle aide beaucoup de gens pour avoir reçu beaucoup de témoignages sur le sujet.
Et donc, elle te tape sur le poignet et en gros, ton corps répond et elle trouve des choses assez incroyables. Mais pareil, en fait, les rendez-vous étaient toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois, je sais plus, et j'avais plus le temps, tu vois. Il fallait vraiment qu'on s'occupe vite. Donc, j'ai recontacté 2 autres psychologues, ça n'avait pas fonctionné. Et après, en fait, l'hypnothérapeute m'avait parlé de la thérapie cognitive et comportementale en me disant que ça pouvait beaucoup aider dans le cadre de l'anxiété. Et donc, quand j'étais complètement désespérée, c'était en août, je me rappelle, je pleurais, je me disais, mais il va falloir que quelqu'un m'aide parce que c'est pas possible, en fait, là. Je sombre. Je sombrais de plus en plus. Donc, et donc, j'ai contacté une psychologue en TCC. Ça a été une personne incroyable, d'une douceur exceptionnelle et qui m'a beaucoup aidée via la thérapie cognitive et comportementale. Et tu disais tout à l'heure qu'on est acteur de notre santé mentale et cette thérapie, elle est vraiment basée sur l'action, dans le sens où y a des exercices chaque semaine à réaliser. On devient maître de notre anxiété, donc on apprend à reconnaître tous nos mécanismes anxieux, à repérer quand est-ce que l'anxiété arrive, à repérer les pensées qui arrivent aussi. Donc ça a été une thérapie extrêmement difficile parce que, tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est le cancer. Et tous les matins, là, je suis obligée de me dire que j'ai un cancer du sein et que je vais bientôt mourir. Et tous les matins, il faut que je me dise ça parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens. Mais ça fait partie, en fait, du processus, du scénario catastrophe auquel tu t'exposes à l'anxiété. Le fameux pire scénario. C'est quoi ton pire scénario? Ouais, et c'est ça. Arriver presque à être confortable avec ton pire scénario. C'est exactement ça. Donc, en fait, tu le répètes tous les jours pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça passe, tu vois. Donc, c'est fou. Et en fait, au début, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais parce que j'avais beaucoup de comportements d'autopalpation. Je me palpais les seins, mais c'était 50-100 fois par jour. Je me faisais des hématomes, en fait. Et tu vois, à force, il fallait enlever ça. Et donc, à force, ça allait beaucoup mieux. J'ai écrit le livre. Le livre m'a beaucoup aidé aussi un livre, c'est une thérapie. Hein. Ah, ça a été une thérapie parce que c'était la première fois que je revenais sur la période que j'ai vécue l'année dernière. Parce qu'en fait, tu vois, il parle de l'hypersensibilité, de comment j'en avais fait une force. Mais j'ai voulu aussi apporter ce témoignage en mode, alors, ok, en fait, j'aurais pu finir ce témoignage-là. Ça aurait été un livre exceptionnel qui met bien enfin, exceptionnel. J'ai pas envie de me mettre trop vanter, tu vois, mais... on y va, t'as pas droit, vas-y, allez, go. Je m'emballe. Non, mais tu vois, qui met bien en avant la positivité de la sensibilité, à quel point on peut en faire une force et tout. Mais aussi, dans mon parcours, ça a été une étape sur mon cheminement. Et ce que je dis, c'est que l'hypersensibilité, ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de trouver ma voie et de faire plein de choses. Mais en fait, j'ai compris que y avait d'autres choses à travailler, notamment l'anxiété, notamment, tu vois, tout ce qui est les mécanismes de driver, voilà, tout et ça. Et ça, c'est le chemin que je poursuis aujourd'hui. Donc, c'était hyper important pour moi de parler de la santé mentale parce que je sais que beaucoup de personnes traversent aussi un burn-out, qui ont de l'anxiété et on n'en parle pas parce que quand on vit ça, je peux te dire que les remarques qu'on peut te prendre, et les gens ne sont pas forcément méchants à te dire ça. Ah, mais pourquoi t'es pas heureuse? T'es belle, t'as tout pour toi. T'as tout pour toi. Pourquoi t'es pas heureuse? Ouais. Mais en fait, la culpabilité, la honte derrière ça. Et puis les gens comprennent pas. Je comprends pas ce qui t'arrive. Tu parles pas le même langage. Et en fait, la souffrance, elle est invisible. Des fois, je disais à mon copain, tu vois là, ça fait 1 heure que je suis dans mes pensées. En train de ruminer et il le voit pas. Ça se voit pas. Ça ne peut ne pas se voir. Et on peut sourire, passer sa pire nuit, sa pire heure à se faire des scénarios horribles, à stresser, à angoisser. Et juste après, t'as une interaction sociale. T'as le sourire, ça va bien, mais ça se voit pas que tu vas pas bien. Bah ouais, ça se voit pas, mais pourtant je vais pas bien et c'est pas parce que ça se voit pas que c'est pas réel. Et ça, c'était pour moi hyper important de le noter. Et surtout, ce message d'espoir, on peut se faire aider. Vraiment, on peut se faire aider. Ça prend du temps, de l'énergie. C'est dur, ça peut être vraiment dur, mais putain que c'est libérateur. et je pense que, j'espère en tout cas pouvoir donner cet espoir aux gens, dans le sens où j'avais l'impression d'être un cas désespéré tellement que j'étais pas bien. Et aujourd'hui, je vais bien. Donc, vraiment... C'est possible de se faire aider, c'est compliqué, ça coûte de l'argent. La thérapie, c'est cher, c'est vraiment cher. Il n'y a pas beaucoup d'aide de l'État et je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Sur le burn-out, le burn-out. Non, mais clairement. C'est pas l'État, c'est-à-dire que pour me soigner, ça m'a pris du temps, mais il a fallu que je paye tous les soins alternatifs. C'est extrêmement cher. Après. On peut débattre, il y a des psychiatres, mais va souvent par une thérapie psychiatre et médicamenteuse. Moi, j'ai refusé toute la partie médicamenteuse, ça m'a pris plus de temps. Ouais, mais en fait, je suis passée par des trucs un peu plus holistiques, moi qui étais hyper terre-à-terre, assez terre-à-terre, mais je suis allée plutôt à la reconnexion de mon corps et de mon esprit, etc. À quelque chose parce que j'étais tellement déconnectée. Il faut se reconnecter, réapprendre à apprivoiser son corps, lui faire du bien. Et c'est un long chemin. Encore une fois, c'est un long chemin. Chaque chemin est différent. On n'aura pas tous le même parcours, mais en tout cas, il y a des aides parce que tu en es la preuve. J'en suis la preuve, même si le chemin est encore long. Et il ne faut pas désespérer et se dire qu'on est un cas désespéré, que c'est terminé, il n'y a pas d'aide. Des fois, le temps de trouver un thérapeute qui va être aussi bon pour nous. Parce que c'est pas toujours, tout le monde n'est pas bon pour nous. Hein. Il y a des gens, vraiment, ça passe pas, il n'y a pas de feeling. Et c'est OK. Et ça peut prendre du temps. Mais je comprends aussi que c'est un coût, complètement, je comprends. Et je trouve ça dommage. Et j'espère un jour, tu vois, faire de cette histoire aussi
une mission de vie comme je l'ai fait avec Supersensibilité et aller, je sais pas, au gouvernement en leur disant, allez, il va falloir mettre des aides pour les gens qui vont pas bien. Et j'aimerais, et je me le souhaite, tu vois, de pouvoir participer à faire bouger les choses au niveau de la santé mentale, parce que je pense que des témoignages comme le tien ou le mien sont importants pour aussi permettre aux gens de plus se sentir seuls, quoi. Complètement. Et merci de le dire. Parce qu'en plus, tu soulèves 2 choses. C'est, comme tu dis, au niveau des thérapeutes, on se choisit. Thérapeute, coach, psy, il y a un univers aujourd'hui de thérapeutes. Je trouve ça hyper important. Donc, si le premier ne va pas, n'abandonnez pas. Il y a la personne, la bonne main tendue pour vous existe. Parfois c'est compliqué, mais ça, j'en ai vu 7 ou 8 avant de trouver la mienne. Donc tu vois, c'était long, hein, très, moi, très je sais que j'ai eu, c'est pas de la chance, mais j'ai trouvé les bonnes personnes au bon moment. Mais par contre, j'ai plutôt vécu ok, là c'était la bonne au bon moment, mais là je sens il faut aller voir quelqu'un d'autre. Il faut aller voir autre chose, parce que là je suis à la limite de il faut s'écouter. Voilà, je sens que c'est la limite et que il me faut le truc, et cette personne-là, et j'ai plutôt procédé comme ça, mais effectivement. Parce que t'as su t'écouter, t'as su écouter aussi ton corps, et aussi cet instinct peut-être que t'as vu en disant j'ai besoin de voir autre chose. C'est aussi important en fait de s'écouter soi-même, tu vois. Mais voilà, il y a de ça. Et il y a une chose que tu dis, et c'est une chose que je dis à mes coachés, c'est quand on commence, en fait, c'est pas valorisé. La santé mentale, c'est invisible, et les résultats sont pas visibles. C'est dur à les voir. Sont pas visibles à la hauteur de l'invisible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Quand tu travailles, en fait, tu te dis, mais quand est-ce que je vais aller mieux? Quand est-ce que je vais aller mieux? Tu te fous, mais limite, une pression. Et c'est dur de voir, parce que c'est vraiment des petits pas par petits pas par petits pas. C'est 1% plus 1%. Alors que des fois, on a l'impression de sombrer très vite, alors qu'on sombre lentement, et tout d'un coup, c'est plus vertigineux. Sûr. Mais c'est aussi quelque chose. C'est Pauline qui était venue ici il y a quelques semaines, qui disait, c'est à bas bruit. Tu vois, c'est ce terme-là que j'avais trouvé assez juste. Et après, tu l'entends, le bruit. Tu vois, après, ça devient un son, une musique, une mélodie. Tu vois, aujourd'hui, j'entends la mélodie. Mais il y a encore 2-3 mois, je me disais, mais quand est-ce que je vais avancer? Ça fait bientôt 1 an que je suis ça fait 1 an que je suis en thérapie. Et en fait, non, tu vois, il y a un moment, les choses se font. Et voilà, ce que je dis à mes coachés, c'est, non, quand vous commencez à travailler sur vous, sur la partie santé mentale, c'est long. C'est très long. C'est pas facile. Oh là non. Et en plus, c'est inconfortable. Oh oui. Alors qu'on est dans une société qui prône le facile, le rapide et le confortable. Et effectivement, quand vous entamez un travail comme celui-ci, faut s'attendre à ça. Clairement. Mais tu le dis là et tu le témoignes, et je suis aussi un témoignage comme un autre. Mais quand on entame ce chemin, c'est pour c'est des frissons. Non, mais c'est vrai, quand on l'entame, c'est que pour du mieux. Parce que c'est un peu comme... Des fois, je fais des rapports aux jeux vidéo. C'est comme quand tu passes un monde ou un palier. C'est à un moment, quand t'as pas fini le monde, tu dois recommencer à zéro. C'est vrai que des fois, quand t'as pas terminé le truc, il y a des moments où t'as l'impression de repartir un peu en arrière. C'est chiant. Tu dois recommencer. Et oui, on passe aussi par là. Mais en fait, comme tu sais déjà et que t'es déjà passé, t'avances un peu plus vite. Bien sûr. Et tu passes les écueils un peu différemment. Et bien, à un moment, quand t'as passé un step, t'as passé le monde, voilà, et t'as réussi à transformer un mécanisme, un pattern, un schéma répétitif. Tu l'as changé, il est un peu différent. Hop, celui-là, tu dis, ok, coché, il y a peu de chances que tu reviennes en arrière. Tu vois. Après, c'est toujours une question, c'est comme un peu l'anxiété finalement, quand tu apprends à la connaître. Il y a encore une fois, tu vois, genre là, je suis pas guérie, je suis soignée, c'est-à-dire que, et encore, j'ai pas encore fini ma thérapie, donc je sais même pas. Mais tu vois, l'anxiété, je sais aujourd'hui la repérer quand elle arrive, et du coup, tu vois, elle peut se réinstaller. Mais je sais la prévenir, donc elle n'a pas le temps de se réinstaller. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire que des fois, ça peut aller bien, tu vois, comme par exemple les émotions, d'un coup, tu les accueilles bien, et puis après, dans une période un peu moins confortable ou facile, eh bien là, tu vas un peu te sentir submergé. C'est pareil, c'est un travail continu en fait. Et il faut pas j'ai pas envie de dire il faut pas, mais c'est important de pas rester sur ses acquis, tu vois, et de continuer aussi continuellement en fait à travailler sur soi finalement, tu vois. Ouais, et en plus quand j'entends le mot travailler, ce que tu dis, c'est qui est important, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est dur mais c'est beau. Se connecter à soi. Complètement. Parce qu'en fait, on écoute souvent les bruits extérieurs, et puis les mauvais bruits dans nos têtes, qui font du bruit dans nos têtes. Mais apprenons à écouter ces petites voix intérieures qui sont aussi il y a beaucoup de messages d'amour. Notre corps, quand il nous envoie des trucs qui sont parfois un peu douloureux et gênants, c'est un message d'amour qui dit « Hey, je suis là. Je suis là pour t'aider, je suis ton meilleur allié. Juste, écoute-moi, là, je suis juste en train de t'envoyer un bruit qui est en train de dire « T'es pas en train de prendre la voix qui est juste pour toi, et t'es juste pas tout à fait aligné avec
ce pourquoi... Même les émotions, tu vois, sont là aussi pour nous dire ça. Elles ne sont que des messages, des émotions. Mais bien sûr, c'est des messages qui nous guident vers ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, la satisfaction avec la joie et la satisfaction avec les émotions plus désagréables. Et on peut se dire, mais c'est chiant ces émotions, à ressentir tout intensément. Mais tu vois, j'ai aussi vu ce message différemment quand j'ai appris à accepter ma sensibilité, enfin mon hypersensibilité et mes émotions, à faire ce travail sur moi, en me disant, ok, je ressens de la colère, mais qu'est-ce que veut me dire la colère ? Elle est là, elle veut me dire quelque chose. Ça se trouve, elle va m'apprendre une valeur, elle va me faire comprendre que j'ai une limite qui a été franchie. Et du coup, c'était un peu un terrain de jeu à force, tu vois, de mes émotions. Parce que, en fait, notre corps, il est... ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est la personne avec laquelle on va vivre jusqu'à la fin de notre vie, on est la seule personne. Et donc, même si c'est pas facile, et des fois, je suis un peu aussi mon pire tyran, tu vois, mais c'est important de faire, tu vois, cet amour de soi, c'est pas évident, surtout quand t'as appris à détruire ton corps, tu vois, pendant des années, à le maltraiter et tout. C'est un vrai travail, c'est compliqué. Mais c'est tellement aussi, et le corps sait te le rendre aussi, tu vois. Ouais. Et la vie sait te le rendre aussi quand tu te sens bien, que tu apprends à t'aimer. C'est la chose la plus difficile, je pense, à faire, d'apprendre à s'aimer. Ouais. Tel qu'on est. Tel qu'on est. S'accepter avec tous ses défauts, ses parts d'ombre, c'est tout. C'est très compliqué, mais je pense nos intensités, bien tout sûr, ça. Mais je pense que quand on y arrive, alors je sais pas si on peut y arriver complètement, mais le fait d'y arriver petit à petit, je le souhaite à tout le monde, en fait. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que si chaque jour on se donnait... L'idée, c'est de ne pas voir ça comme l'Everest, parce que le mot est à la mode, comme l'Everest, mais si tous les jours, on se donnait 1% d'amour de plus qu'hier, 1%, c'est juste un peu une Kaizen, action. Hein, c'est Kaizen, un peu la méthode de petit pas par le petit pas. Ouais, mais c'est pas ce que je dis à mes coachés souvent, en fait, c'est juste 1% de plus. Ouais. Juste une action, un mot de plus par rapport à hier. Une gratitude de plus que la veille. Exactement. Et c'est ça crée ce qu'on appelle l'effet cumulé. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui change. D'où le fait de se dire, on n'est pas sur un truc violent, et c'est pour ça que c'est long, etc. Mais en fait, l'idée, c'est pas de se rebrutaliser à l'inverse, c'est de créer des injonctions, mais créer quelque chose. Oui, parce qu'il y a positivité toxique, après on peut tomber dans le mauvais côté. C'est l'équilibre et compliqué à trouver. Mais en tout cas, très cool. Ce livre-là, oui. on le montre. Je sais pas qui je le montre. Voilà. Elle est là, la caméra. Du coup, hypersensible du fardeau au cadeau. Un témoignage sans filtre sur la sensibilité et la santé mentale. Trop bien. On va le trouver où ? Partout en France, dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Gibert. Et j'y raconte en fait mon témoignage, un peu le parcours que j'ai raconté, mais de façon beaucoup plus détaillée. Je vais pas tout raconter. Et surtout, en fait, j'accompagne mon témoignage d'informations et d'exercices parce que je le voulais le plus complet possible. Et surtout, en fait, à travers ce témoignage, je voulais pas écrire un énième livre sur l'hypersensibilité. Il y en a beaucoup, partout. Et je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Et moi, ce que j'aurais vraiment voulu avoir, tu vois, comme je disais au tout début, c'est de découvrir que je suis pas seule et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce que je vis. Et pour moi, c'était hyper important de dire à travers cette histoire, en fait, que j'ai écrit mon histoire, mais à travers la mienne, vous allez pouvoir écrire la vôtre et surtout vous reconnaître et mettre des mots sur vos mots, en fait, en découvrant que, moi, je suis pas seule. En fait, elle aussi a fait ça. Et j'ai peut-être trouvé des solutions. Et donc, c'était aussi... et puis, la santé mentale aussi, pouvoir poser des mots sur nos souffrances invisibles. Je trouve que c'était important et ça permet de libérer la parole. Et c'est dans la continuité de cette mission de vie. Libérer la parole et redonner une image positive à la sensibilité. Et aujourd'hui, c'est la santé mentale qui est important aussi pour moi. Donc voilà, ce livre, c'est mon bébé. J'y passé beaucoup de temps et j'espère qu'il aidera plein de personnes. Voilà, je crois que Noël, c'est quand même bien dans bientôt. Ouais. On n'attendait pas Noël. Hein. Non. Prenez-le pour vous, offrez-le à vos familles, à vos amis. Évidemment, ce sera un super cadeau. Je crois que la santé mentale, j'ai l'impression qu'elle l'a fait comme un cocon pour nous. Ouais, j'espère. En tout cas, j'espère qu'il aidera et j'y aurais mis tout mon cœur, en tout cas. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que... où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on l'a dit en début, mais pour ceux qui l'auraient pas compris. Pub encore. Sur Instagram, principalement. Je commence à me mettre sur TikTok, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Donc, sur Instagram, Supersensibilité. Sur mon blog aussi, supersensibilité.fr. Et c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà très, très bien. Et dernière question. Alors, j'ai posé la question sur Instagram, tu as répondu moi, et donc merci d'être là. Mais sur ce sujet justement de la santé mentale au sens large, que ce soit des entrepreneurs ou non, tu vois, on va parler d'humoristes, on va parler de sportifs, etc. Mais
Qui aimerais-tu entendre sur le... Est-ce que tu as une idée, une personnalité, ou voire même une anonyme, il y a une anonyme qui est venue cette semaine, que tu connais, que tu aurais envie d'entendre derrière ce micro, ou quelqu'un que tu connais, qui pourrait justement, de par son histoire, inspirer, aider quelqu'un derrière ce micro. Alors, j'ai pensé à 2 personnes quand tu m'as dit ça. J'ai pensé à Louise Aubéry, parce que, en plus, c'était la personne, c'est là où j'avais répondu, parce que voilà, j'ai l'impression qu'elle a traversé, j'ai pas lu son livre, mais j'ai l'impression qu'elle a traversé des épreuves de santé mentale, et ça serait intéressant pour une personne qui quand même est populaire et commence à être bien connue d'avoir son témoignage. Et la deuxième personne, c'est pareil, c'est Carlito, de McFly et Carlito, parce que pareil, en fait, justement, quand j'étais pas bien au niveau du burn-out, du burn-out entre guillemets, j'ai cherché à avoir son témoignage, et j'ai regardé des vidéos de McFly qui parlaient justement un peu de ça, mais pas assez en profondeur, et j'aurais bien aimé savoir comment il a vécu son rapport aux statistiques, parce qu'il y avait vraiment un vrai enjeu au niveau de la création de contenu, ce rapport toxique, et je m'étais dit j'aurais trop aimé savoir en fait comment il a vécu, comment il s'en est sorti, qu'est-ce qu'il en a fait, et donc c'est les 2 personnes auxquelles j'ai pensé. Je pense qu'il y en aurait plein d'autres, mais là spontanément c'est ça. Si j'arrive à vous avoir Louise Aubry et Carlito, tu m'as dit. Ouais. Oh, ça serait bien. Je sais pas s'ils sont accessibles, mais ça serait bien. Je viendrai assister au podcast. En tout cas, c'est noté. Vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage, ta sincérité, profondeur de tes échanges, de t'être livré comme ça. Je pense que tu fais un travail de fou sur vraiment le fait d'aider les gens sur tous ces sujets qui sont encore invisibles, encore tabous. Merci en tout cas d'avoir tapé à ma porte et d'être ici. Ça m'a fait hyper plaisir, et merci et bravo pour ton travail. Merci beaucoup Jennifer, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi ici, et j'espère que ce podcast aidera de nombreuses personnes, et je pense que c'est important d'être authentique envers soi-même et envers les autres, donc j'espère l'avoir été, et j'espère que ça aidera, et encore merci d'avoir accepté de m'inviter. C'est un plaisir. Un grand plaisir. Et bien écoutez, on vous laisse, c'est la fin de cet épisode, et je vous dis à la semaine prochaine.